La Première Guerre mondiale, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler un certain nombre de fois sur Nota Bene, sous des angles aussi divers que variés. Parfois des batailles, parfois des soldats. Aujourd'hui, c'est de certains d'entre eux dont on va parler, des soldats qui ont été fusillés pour l'exemple. Alors, que s'est-il passé exactement ? Eh bien, pour le savoir, j'ai eu le plaisir de recevoir Éric Viaud, un historien s'intéressant au quotidien des poilus pendant la guerre. Mais vous l'aurez compris, également à l'histoire méconnue de ces fusillés. Il a notamment été abordé dans cet entretien le cas de 639 fusillés dont Éric milite pour la réhabilitation. Mais il est tout de même important de noter que cette question autour de la réhabilitation de ces soldats ne fait pas l'unanimité et qu'un certain nombre d'historiens spécialistes de la question considèrent qu'elle est réglée sur le plan historique. Je vous mets en description le rapport remis au président de la République en 2013 à ce sujet et je vous souhaite une bonne écoute sur Nota Bene. Mes chers camarades, bien le bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous nous suiviez ici en direct sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube, voire même en podcast, puisqu'on est absolument partout. Aujourd'hui, eh bien, nous allons parler d'un sujet relativement important et grave aussi. La Première Guerre mondiale, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler un certain nombre de fois sur Nota Bene, sous des angles aussi divers que variés, parfois des batailles, parfois des soldats. Et aujourd'hui, c'est de certains d'entre eux dont on va parler, des soldats qui ont été fusillés pour l'exemple. Alors, que s'est-il passé exactement ? Eh bien, pour le savoir, j'ai le plaisir de recevoir Éric Viaud, qui est un historien s'intéressant au quotidien des poilus pendant la guerre, et vous l'aurez compris, à l'histoire méconnue de ces fusillés. D'ailleurs, il tient un blog qui s'appelle « Les blessures de l'âme » sur lesquels il partage régulièrement ses découvertes. Il a écrit plusieurs livres à leur sujet, le dernier en date étant « Sauver mes hommes » qui est paru en 2024. Mais Éric ne se limite pas à faire des recherches sur le sujet. Ça fait maintenant plus de 20 ans qu'il se bat pour réhabiliter ses soldats. Et cet entretien, ça sera aussi l'occasion de parler de ce long combat mémoriel en cours depuis près d'un siècle. Bonjour Éric. Comment ça va ? Bonjour, ça va très bien. Écoute, merci beaucoup de nous accorder un petit peu de ton temps aujourd'hui, voilà, pour parler de ce sujet. De rien. C'est un sujet qui est hyper important et qui mérite qu'on s'attarde dessus. On va être ensemble pendant un petit peu moins de 2 heures. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a une question que je pose à tous mes invités. Comment est-ce que tu en es arrivé à travailler sur ce sujet ? Comment est-ce que tu es tombé dans la marmite de la Première Guerre mondiale et plus particulièrement sur ce sujet ? Alors moi, je suis passionné par l'histoire. Je ne suis pas historien de formation, j'ai une formation technique, mais j'ai toujours été passionné par l'histoire, principalement par la Deuxième Guerre mondiale à une époque. Mon père étant passionné, il m'a transmis le virus. Et puis un jour, j'ai découvert dans une brocante des journaux sur la Première Guerre mondiale avec de très belles photos et tout me paraissait très beau. Donc je me suis dit, ça devait quand même être intéressant. Et j'ai commencé à fouiller, j'ai vu un peu la vie de ces hommes. Ensuite, je me suis inscrit dans une association qui s'appelle Bretagne 14-18, qui travaille donc sur le quotidien des poilus. Et puis, j'ai continué et je suis toujours aussi passionné. Quant aux fusillés, je suis originaire de la Manche, et dans la Manche, il y a une affaire de fusillés qui est bien connue, notamment par le combat de la femme de l'un d'eux, Blanche Maupas. C'est l'affaire des caporaux de soins, affaire que je connaissais donc à l'époque. Et je suis parti un petit peu plus loin, j'ai cherché à savoir s'il y avait d'autres fusillés. J'ai donc trouvé les affaires les plus connues assez facilement, les caporaux de soins, Vingré, Berceau, tout cela. Et ensuite, j'ai trouvé sur Internet un CD sur lequel il y avait à peu près 500 fusillés. À partir de là, j'ai continué à chercher et je suis arrivé aujourd'hui à plus de 700 fusillés. Pour lesquels j'ai examiné les dossiers, enfin j'ai continué à travailler et donc voilà comment j'y suis arrivé. Alors pour poser un petit peu le cadre et le contexte de cette Première Guerre mondiale, à l'aube de la Première Guerre mondiale, comment est-ce qu'étaient recrutés les soldats dans l'armée française ? Parce qu'on a l'idée d'une conscription, nous, mais est-ce que c'était plutôt une armée professionnelle ou une conscription, justement ? Il y avait des deux, puisque dans l'armée, il y avait effectivement une partie qui était des professionnels, comme le commandant Frédéric Wolff, par exemple, on parlait tout à l'heure, et puis une partie qui ont été la conscription, c'est-à-dire des soldats qui faisaient leur service militaire à ce moment-là et qui se sont donc retrouvés engagés dans cette guerre.
Donc c'est un mélange des deux en réalité. Alors, ceux qui ont été appelés au front, c'est que des gens qui étaient au service militaire ou il y avait tout le monde? En priorité, donc, il y avait ceux qui faisaient leur service militaire, mais tout de suite derrière, on a repris ceux qui étaient dans ce qu'on appelle la réserve de l'active, c'est-à-dire des soldats qui avaient fait leur service militaire, mais qu'on a rappelés. Ensuite, on a rappelé les territoriaux, c'est-à-dire des soldats encore plus vieux. Et ensuite, la réserve des territoriaux, donc encore plus vieux, ce qui fait en réalité un échantillon qui va de gens qui ont entre 19-20 ans jusqu'à un peu plus de 45 ans. Et qui ne sont pas des militaires de métier, mais des gens enfin des paysans, des ouvriers, rien à voir avec les militaires. Ouais, d'ailleurs, il y a pas mal d'ouvrages et de BD qui sont sortis où on voit un petit peu ce moment où les gars partent à la guerre. C'est des packs qui partent de villages entiers avec les mecs qui partent et qui savent pas trop. En tout cas, ils savent où qu'ils vont sur le front, mais dans leur tête, ils seront revenus bien assez vite, ce qui sera souvent pas le cas. Oui, ils seront revenus pour les vendanges ou pour Noël. Selon les versions, oui, non, ce sera pas le cas. Ils vont vite se rendre compte que c'est pas du tout, ça ne correspond pas du tout à ce qu'on leur avait dit, quoi. Alors, en gros, pour être bien sûr, quand on était appelé à aller au combat, est-ce qu'on était obligé d'y aller? Oui, bien sûr, on n'a pas le choix. Donc, on est convoqué, on doit partir, et non, le choix, on ne l'a pas. Il y en a qui vont essayer d'éviter ce genre de choses, mais normalement non, on n'a pas le choix et on risque gros en tentant de ne pas y aller. Ouais, donc il n'y a pas de système d'objection de conscience ou autre, ou quand on voit il y a certains conflits modernes où il y a des objecteurs de conscience un peu connus qui sont rentrés un peu en résistance en disant mais moi je ne veux tuer personne, donc je ne tuerai personne même en cas de conflit et si je suis enrôlé. Ça on n'a pas. Il y a des gens effectivement qui vont refuser, qui vont avoir des problèmes derrière, donc des objecteurs de conscience effectivement, mais le statut d'objecteur de conscience, auquel tu fais référence, arrivera beaucoup plus tard, au lendemain de la guerre d'Algérie en gros. Là on aura effectivement un véritable statut d'objecteur de conscience, ce qui n'était pas le cas au moment de la Première Guerre mondiale. Et des cas comme ça de personnes qui ont refusé la mobilisation et qui ont eu des problèmes, on en trouve dans les sources? On trouve, oui, on a quelques cas. Moi, j'ai eu l'occasion de lire quelques éléments là-dessus, mais ça mériterait une étude plus approfondie. Oui. Mais on peut trouver des éléments. Oui. J'ai un livre notamment ici qui s'appelle « Je n'irai pas ». De Eugène Cotte. C'est un soldat, mémoire d'un insoumis. Ce soldat refuse à un moment d'y aller. Alors, il va quand même être contraint d'y aller parce qu'en réalité, c'est soit, effectivement, on pouvait se retrouver en prison, mais ce qui intéressait plus les autorités, c'est les hommes sur le champ de bataille. Donc, on pouvait aussi se retrouver engagé dans des régiments qui étaient particulièrement exposés. Et t'as un autre exemple peut-être à nous citer de bricole qui serait arrivé à quelqu'un qui n'a pas voulu s'engager ou... Non, sincèrement, j'en ai pas énormément. Non. J'ai celui-là parce que j'avais trouvé ce livre. Je me posais justement aussi la question et je cherchais et je n'ai trouvé que ce livre, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que lui, bien évidemment. Il y en a eu d'autres. Alors, la Première Guerre mondiale, bon, c'est un conflit quand même qui s'est étalé sur plusieurs années. C'est un conflit qui est célèbre pour son nombre absolument monumental de victimes. Est-ce que le système de recrutement entre guillemets des soldats a évolué au fur et à mesure du conflit pour s'adapter un peu justement à ce nombre démentiel de morts? Alors, il avait évolué déjà auparavant, puisque le service militaire qui était de 12 ans était passé en 1913 à 3 ans. La fameuse loi des 3 ans, déjà, on avait prévu. Il y en a qui savaient très bien où on allait, donc ils avaient prévu. Après, non, ça va être, en réalité, ça va être, suite notamment au début de la guerre, on va avoir des recompositions de régiments, puisqu'on va avoir de grosses pertes, on va le voir, mais la fin de l'année 1914 et l'année 1915 sont des années particulièrement meurtrières. Et donc, comme on va avoir des régiments qui vont être particulièrement touchés, on va recomposer les régiments. Ce qui fait que, par exemple, on partait à une époque avec des régiments qui étaient plutôt des régiments de région, c'est-à-dire des régiments de Bretons, par exemple, avec des chefs qui étaient des Bretons, tout le monde se comprenait. Progressivement, on va tout mélanger, ce qui va poser certains problèmes, et notamment à des fusiliers qui ne comprenaient pas bien le français, comme François Laurent ou le Breton, ou alors de l'autre côté un Corse qui a été aussi exécuté et qui ne comprenait pas bien ce qui lui arrivait parce qu'il ne maîtrisait pas le français. Donc c'est plutôt des remaniements au niveau des régiments. On va recomposer les régiments. Alors au niveau de la conscription, quand tu étais appelé pour aller combattre, est-ce qu'on t'appelait en te disant
tu viens et tu bats jusqu'à ce que la guerre soit finie, ou est-ce qu'il y avait une durée, en fait, pour laquelle tu étais mobilisé, et puis après tu pouvais retourner un peu chez toi? Non, pour moi, il n'y avait pas de durée parce que quand on regarde le parcours de ces hommes, effectivement, il y en a qui vont y passer 4 ans, mais il y en a qui avaient fait quasiment leurs 3 ans de service, qui vont partir, qui venaient de finir ou qui n'avaient pas encore fini, et qui vont partir et qui derrière vont s'engager aussi, enfin vont partir pour les 4 ans. Donc non, c'est jusqu'à la fin de la guerre. À part ceux blessés, bien sûr, soit physiquement, soit mentalement, mais autrement, non, on va jusqu'au bout. Et en plus, on se rend compte qu'au moment de la démobilisation, en 18, contre la guerre, donc le 11 novembre 1918, ça va s'arrêter. On va mettre un certain temps à démobiliser, puisqu'il y a un tel nombre d'hommes que ça va prendre beaucoup de temps. Et au début de l'année 1919, il y a des hommes qui ne sont toujours pas rentrés chez eux. Ouais, ça on l'oublie souvent, mais ça prend vachement de temps. Hein. Ouais, c'est ça, tout à fait. Alors, je parle même pas de ceux qui étaient prisonniers, parce qu'il y en a aussi qui étaient partis comme prisonniers. Hein, donc. Et alors, donc, ce système de conscription, il va quand même évoluer un peu pendant la guerre, ou pas. Tu le disais, bon, il y a des rassemblements, il y a progressivement un âge qui est décalé, où on appelle des gens de plus en plus âgés, et à part ça. C'est-à-dire qu'en réalité, ça va se faire très vite. Hein, même les rappelés vont arriver assez vite, parce que moi, prenons l'échantillon des fusillés. J'ai des fusillés qui ont plus de 40 ans qui sont fusillés en 1914 ou en 1915. Ça veut dire qu'ils sont déjà sur le champ de bataille, ils sont déjà appelés. Donc on va appeler, je dirais quasiment tous les effectifs, et progressivement vont rentrer ceux qui étaient trop jeunes. Par contre, bien évidemment, ceux qui n'avaient pas 20 ans en 1914, 19 ou 20 ans, vont rentrer au fil de la guerre et vont donc arriver en 16, en 17, en 18. En tant que complément. D'ailleurs, est-ce que, ça c'est une question que j'avais pas préparée, je t'avoue que je rebondis là-dessus de façon assez spontanée, mais j'imagine que officiellement il y a un âge à partir duquel on peut te mobiliser. Est-ce qu'il y a des jeunes qui essayent de traficoter un peu ça pour s'engager plus tôt ou pas, ou qui au contraire repoussent un peu la limite d'âge? Parce que je sais que j'avais regardé un documentaire de comment il s'appelle, They Shall Not Grow Old en anglais, Peter Jackson, qui a réalisé Le Seigneur des Anneaux et qui a bossé sur la Première Guerre mondiale, et qui a notamment fait un reportage sur les forces anglaises, néo-zélandaises, etc. Et dans ce documentaire-là, il expliquait qu'au départ, il y a des jeunes qui traficotaient leur âge, justement, pour partir à la guerre, parce que pour eux, c'était quelque chose de glorieux, et puis qu'ils imaginaient aussi que ça allait durer juste quelques mois, et qu'ils allaient revenir en héros au pays. Oui, c'est vrai. Alors, à mon avis, c'est assez peu quand même. On a certains qui vont s'engager avant les 20 ans, à 19 ans, par exemple. Hein. On a donc des soldats qui s'engagent, qui s'engageront aussi un peu plus vieux. Par contre, oui, nous, on a un cas en France, en Bretagne, hein, d'un certain... un jeune homme qui avait 15 ans qui a réussi à s'engager malgré son jeune âge et qui a fait une partie de la guerre. Mais voilà, ça reste, à mon avis, assez peu quand même. Pour parler chiffres un petit peu, tu pourrais juste nous rappeler le bilan humain du conflit? Alors le bilan humain, c'est, je parle des pertes militaires, hein, je ne parle pas des civils parce qu'il y a aussi eu beaucoup de pertes civiles, hein, mais les pertes militaires, c'est à peu près un peu moins de 10 millions. La France, c'est 1 400 000 à peu près, un petit peu moins. Et puis, le troisième chiffre que je souhaitais donner, c'est 27 000 morts. Mais 27 000 morts le même jour, c'est-à-dire le 22 octobre 1914. Ça donne une idée de la violence de ce début de guerre. En une seule journée, 27 000 morts, c'est la journée la plus meurtrière. Ouais, c'est hallucinant. Et alors, quand on parle de pertes, là, les chiffres que tu nous donnes, c'est des morts ou c'est morts et blessés? Non, ce sont les morts uniquement. Uniquement les morts, ouais. Et à ça, il faut rajouter les blessés, ce qui est quand même... on n'arrive pas à se le représenter. Hein. Moi, je le dis régulièrement sur toutes les émissions Nota Bene que j'ai pu faire et des reportages. Il m'est arrivé quelques rares fois d'être très ému et quasiment 95% du temps, c'était sur des sujets Première Guerre mondiale et notamment les fameux cimetières qu'on peut visiter, Notre-Dame de Lorette. Quand on va là-bas, on voit ces tombes à portée de vue et en fait le cerveau n'arrive pas à imprimer quoi. Clairement, c'est beaucoup trop. Ouais. C'est vrai que c'est émouvant et c'est ce qui m'attache aussi à cette guerre. Ces pertes humaines qui sont énormes. C'est vraiment l'importance du poilu.
Contrairement à d'autres conflits, là, le poilu, c'est important. Et moi, quand je vais dans un village, souvent, je vais devant le monument aux morts et je regarde ces listes. Là, c'est assez impressionnant. Alors, en plus, on s'aperçoit que il y a des villages où on a des listes très importantes, alors qu'il y a presque plus personne dans le village. Et à l'inverse, il y en a d'autres qui sont assez importants, mais qui à l'époque étaient de petits villages. Il n'y a presque personne. Et il y a eu, à la fin de la guerre, il y a eu aussi le fait de dire voilà, c'est important pour un village d'avoir ses morts. C'est important d'en avoir un certain nombre. Plus le nombre est important et plus le village a donné ses fils à la patrie, en quelque sorte. Et ça fait qu'il y a des histoires assez incroyables sur le redécoupage autour d'un village pour essayer de récupérer quelques morts par-ci par-là. Ouais, il y a une concurrence mémorielle aussi qui s'installe, quoi. Oui, tout à fait, oui. Et c'est important de voir ces villages. Il y a eu de gros travaux de fait, même moi j'en ai fait avec des enfants pas loin dans la Sarthe là. Ils ont travaillé sur le monument aux morts. Et à partir du monument aux morts, avec les éléments dont on dispose aujourd'hui, on peut refaire le parcours d'un soldat. Et c'est incroyable comment les enfants étaient fiers de parler de Raymond, de Marcel, qui était passé à tel endroit, à tel endroit. Et c'est très important, oui, pour le devoir de mémoire, bien sûr. D'ailleurs, pour ceux qui ont envie de s'impliquer un petit peu là-dedans, j'avais fait un épisode sur ma chaîne YouTube Nota Bene que vous pouvez retrouver, qui était un tuto généalogie, si ça vous intéresse. Il y a pas mal de sites qui permettent de retrouver la trace de vos ancêtres qui ont pu potentiellement participer à ce conflit. C'est hyper intéressant, ça peut être très très instructif et ça vous permettra d'avoir des infos parfois sur des personnes qui ont participé au conflit que vous soupçonniez pas. Typiquement près de Notre-Dame de Lorette, il y a un monument qui s'appelle l'anneau de la mémoire et en allant dessus, moi j'ai découvert qu'il y avait 4 ou 5 types qui s'appelaient Brio et qui visiblement étaient de ma famille ou proches. Donc c'était intéressant parce que ça m'a permis de découvrir des nouvelles branches de ma famille. Donc je vous invite vraiment à aller faire ce genre d'exercice qui est intéressant pour ce devoir de mémoire et puis pour tout simplement votre histoire personnelle aussi. À quoi ressemblait la vie quotidienne des soldats au front? Est-ce qu'ils étaient d'ailleurs... on a l'image du soldat dans les tranchées, dans des conditions absolument épouvantables. Est-ce que c'est le cas déjà? Et est-ce qu'il passait 100% de son temps dans les tranchées? Alors, les conditions étaient, oui, très difficiles parce qu'on s'imagine bien que d'être dans un trou en plein été, par exemple, on est embêté par les mouches, par des taquios, ça peut paraître quelque chose d'évident, mais quand on est dans la terre, quand on est sale aussi quelque part parce qu'on est depuis plusieurs jours sans se laver, donc tout ça c'est un milieu un peu assez agressif. L'hiver il fait froid, il y a des rats aussi, les soldats on les voit lutter en permanence contre les rats, il y a les poux. On voit les séances d'épouillage. Donc les conditions, oui, sont très difficiles. Non, les soldats ne passent pas tout leur temps dans les tranchées, heureusement d'ailleurs. Ils reviennent vers l'arrière et ensuite ils peuvent remonter, mais progressivement, puisqu'il y a plusieurs lignes de tranchées. La première ligne étant face au No Man's Land et face à la première ligne ennemie. C'est celle qui est la plus exposée. Ensuite, il y a la deuxième ligne, la troisième ligne, qui sont des lignes de soutien. Et complètement à l'arrière, on a des campements où les hommes se retrouvent, ou tout simplement des villages où ils se sont installés et où ils peuvent se reposer. Alors je fais beaucoup d'autopromo là et tout, mais c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé sur la Première Guerre mondiale. Pour ceux que ça intéresse, sur la chaîne YouTube, on a fait un truc sur la vie des soldats à l'arrière du front et notamment à Amiens. Et puis il y a pas très longtemps, on a sorti également un grand reportage sur le système tranché que vous pouvez retrouver, qui vous détaillera un petit peu justement le fonctionnement des tranchées et l'organisation des troupes. Voilà, vous retrouvez ça sur YouTube. J'aimerais juste ajouter, il y a quelque chose qui montre aussi que les soldats ils passaient du temps et beaucoup de temps à faire autre chose qu'à combattre, heureusement d'ailleurs, c'est l'artisanat de tranchée. C'est quelque chose d'exceptionnel. Quand on voit les pièces qui ont été faites, c'est merveilleux. Parce que parmi ces hommes, bien évidemment, il y avait des hommes qui étaient très, très forts, qui manuellement savaient faire de très belles choses. Et donc, c'est assez incroyable quand on a l'occasion de voir cet artisanat de tranchée. Et puis le commerce qu'il y a derrière, parce que quand un soldat, par exemple, faisait une belle bague, il la faisait pour un camarade qui lui a acheté ou qui l'échangeait contre du vin ou des choses comme ça. Et lui, il revenait à l'arrière. Et aujourd'hui, quand on va dans les vides-greniers, on trouve parfois ces morceaux ces pièces qui ont été faites par les poilus, c'est très émouvant. Une des images qu'on peut avoir de la Première Guerre mondiale, quand on y pense, c'est ce fameux assaut qui est lancé avec les gars qui sortent de la tranchée. Comment ça se passait ?
Alors on le voit souvent, oui, l'assaut est donné par l'ordre. Alors c'est un ordre qui est donné bien évidemment par l'état-major. Il faudra sortir de la tranchée à telle heure, et ce sont les officiers les officiers ou sous-officiers qui commandent, qui vont lancer l'assaut. Donc là, on va aller jusqu'au grade de lieutenant, sous-lieutenant, lieutenant. Capitaine beaucoup plus rarement. Après, les grades supérieurs sont en général plutôt vers l'arrière, mais les plus exposés sont effectivement jusqu'au grade de lieutenant. Et donc, ce sont les officiers qui lancent l'assaut pour que tous les hommes sortent en même temps et partent vers les lignes ennemies. Alors ça, c'est des assauts qui se passent pendant la période où le front est stabilisé. C'est plutôt à partir de 1915 et jusqu'à pas loin de la fin de la guerre. En 1914, on parle plus de charges. Le front n'étant pas stabilisé, on n'a pas encore les tranchées. Les jeunes hommes se protègent comme ils peuvent et ils chargent à la baïonnette. C'est ce que j'ai trouvé notamment au travers d'un fusilier qui s'appelle Maurice Joubert. Et ce fusilier, en réalité, en 14, il doit charger à la baïonnette. Il y va, mais c'est tellement dur et terrible qu'il revient et il dit « je retournerai pas à la baïonnette ». Il a perdu la tête et ses camarades l'ont surnommé le loufoque. Et à ce moment-là, il refusera l'ordre suivant et il sera fusillé. Donc voilà, il y a différents types d'assauts. On va y revenir sur sur ces fusillés, mais justement tu parles d'état mental, du fait qu'il a été totalement bouleversé, choqué par cette expérience-là. Est-ce qu'on a des traces justement de l'état mental des soldats dans ces premières années de la guerre? Oui, on trouve des traces. On trouve des traces dans les carnets. Moi, j'ai travaillé beaucoup sur les carnets de poilus, et on trouve effectivement des camarades qui parlent à notre camarade en disant il n'est pas très bien. On trouve aussi des traces dans les dossiers de justice. Alors, c'est le cas de Maurice Joubert, que je disais tout à l'heure, donc qui lui a perdu la tête à cause de la violence. Il est parti, il était bien, mais il a perdu la tête à cause de la violence des combats. Les médecins à l'époque partent du principe que la violence est héréditaire, donc elle n'est pas le fait de la guerre ou la conséquence de la guerre. Et oui, on trouve des traces parce que dans les dossiers de justice, parfois, on voit des médecins qui cherchent à savoir, ou le conseil de guerre qui cherche un petit peu à savoir si dans la famille d'un fusillé, il n'y avait pas des antécédents, s'il n'avait pas eu des parents qui ont été dans des hôpitaux spécialisés. Mais on voit toujours la folie, justement, en disant, voilà, la folie, elle est héréditaire, mais pas la conséquence de la guerre, alors que dans le cas de l'année 1914 et puis une partie de la guerre, bien évidemment, elle est bien la conséquence de la violence des combats. Il y a pas de, en fait, ils n'arrivent pas à constater dès le départ que il peut y avoir un syndrome de stress post-traumatique, quoi. Non, pas du tout, non. On n'en est pas là. On n'en est pas là, non. Alors, on voit, je pense que on a pu voir les images de ces soldats qui tremblent de partout, qui sont soumis à l'électricité pour essayer de les redresser, parce que certains sont complètement bloqués par la peur, ils sont complètement tétanisés. On essaie de les redresser, mais les médecins, à l'époque, ne prennent pas forcément en considération le fait que ça peut être un choc lié à la violence de la guerre. On pense bien sûr plus souvent à des simulations. C'est-à-dire qu'on se dit que le soldat simule pour ne pas être envoyé au front. Et l'objectif des médecins, ce n'est pas de les protéger et de les soigner, c'est plutôt de les renvoyer le plus vite possible vers le front. Et concernant cette folie, ça fait partie des éléments, moi, que je mets en avant donc, pour obtenir la réhabilitation des fusillés, parce que je considère qu'il y a un lien étroit entre la folie et les fusillés. Certains ont perdu la tête, c'est évident. Et alors, a posteriori, est-ce qu'on a des chiffres sur le nombre de soldats qui ont souffert mentalement de stress post-traumatique après le conflit? Moi, je n'ai pas de chiffres, non. Non, je n'ai rien à ce sujet. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet de ces soldats fusillés, en quoi ça consiste exactement ce phénomène des fusillés? Parce que ça peut paraître étrange de se dire qu'on a besoin de soldats pour le combat et que du coup on va flinguer ses propres troupes. Oui. Alors les fusillés, en réalité, ce sont des gens qui à un moment donné vont craquer, soit et vont être accusés soit d'un abandon de poste, c'est-à-dire qu'on est en première ligne et ça tombe, les obus tombent et puis la personne s'en va. On la retrouve après
qui quelquefois complètement commotionnée par la violence, mais elle n'est plus à son poste, donc elle est accusée d'abandon de poste. Ce sont des soldats qui refusent d'obéir. Alors on est un peu dans la même situation, c'est-à-dire que l'officier vous donne l'ordre de vous mettre dans telle position et vous ne tenez pas la position. Ce sont des soldats qui sont pris avec une blessure suspecte, ce sont les fameuses automutilations, phénomène de début de guerre, c'est-à-dire qu'un soldat arrive voir son gradé, qu'il l'envoie à l'infirmerie parce qu'il a une blessure à la main, et le médecin va examiner la blessure, et on va voir certains médecins préciser qu'il s'agit, ou du moins qu'il y a présomption de mutilation volontaire. Et donc avec ça, le soldat passera devant un conseil de guerre et sera fusillé. Ensuite, il y a les offensives qui n'ont pas fonctionné. C'est le cas des caporaux de soins, l'affaire Maupas. C'est le cas des cadres de Roussy, une autre affaire semblable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des combats et l'état-major souhaite un résultat. Le résultat n'est pas là. On accuse les hommes d'avoir lâché la position et on choisit un certain nombre d'hommes. On les traduit devant un conseil de guerre, en sachant qu'ils n'étaient pas plus coupables que les autres, et on les exécute. Ah, c'est un peu des trucs. Quand tu l'expliques comme ça, on a l'impression que d'être en pleine Rome ancienne avec la pratique de la décimation ou des choses comme ça, quoi. Oui, il y a un peu de ça, oui. Alors la décimation a été pratiquée, mais je crois qu'on en parlera après par les Italiens. Eux prenaient 1 sur 10 et le fusillé. Oui, c'est un peu ça. Alors, ce qu'il faut quand même bien mettre en avant, c'est que les fusillés, c'est vraiment un phénomène de début de guerre. C'est-à-dire que c'est 1914. 1915 principalement. À partir de 1916, ça va changer. Il y a des choses qui vont évoluer. Et progressivement, on va passer 1917 avec les pics des mutineries, mais qui n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé en début de guerre. Et puis on arrivera à 1918. Mais donc, 1914, par exemple, du 1er septembre 1914, date des premières exécutions, jusqu'à la fin décembre 1914, c'est plus d'un fusillé par jour. Alors, par rapport au nombre de morts de cette guerre, bien sûr, ça paraît dérisoire, mais c'est pas rien quand même. Ça veut dire qu'un peu partout, on va avoir des fusillés, et les hommes vont être confrontés à ces exécutions. Et ce qui est étonnant, c'est que quand on parle du phénomène des fusillés, quand même, moi j'ai la sensation que ce phénomène, il est plus associé à 1917, où tu nous dis que finalement le plus gros est passé en 14-15. Et pourquoi on a cette image-là, en fait ? Alors, effectivement, c'est 1917 qui ressort, et ça fait 20 ans à peu près que je travaille sur le sujet. Et j'explique régulièrement que ce n'est pas effectivement 1917, c'était assez marrant, mais c'était resté dans la tête des gens, les mutineries, parce que c'est un mouvement collectif, c'est pas la même chose que ce qui se passe en 14 ou en 15. Les mutineries, ce sont des mouvements collectifs qui, en masse, donne quelque chose d'impressionnant avec un nombre de fusillés qui n'est pas si important. Il est toujours trop important, mais pas si important que ça. Et dans la tête des gens, c'est resté comme ça. J'en ai même parlé avec Lionel Jospin, qui avait qui était particulièrement sensible au sort des fusillés. Et lui m'avait dit oui, effectivement, lui aussi parlait de 1917 et il me disait oui, effectivement, il était marqué par 1917, il était allé au chemin des dames, et c'était associé aux mutineries, et dans la mémoire collective, je dirais, c'est resté comme quand on parle exécution, on pense mutinerie de 1917. Mais ça n'a rien à voir, et encore une fois, ce ne sont pas des phénomènes identiques. En 14 et en 15, on a plus affaire à des actes isolés. En 17, on est plus sur des mouvements de lassitude, après notamment l'offensive Nivelle, où les troupes sont fatiguées, où les hommes en ont marre, et là, elles commencent à se regrouper, et on va avoir des régiments entiers qui vont se mutiner. Ouais, on va sûrement y revenir après, mais du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ce contexte de 1914-1915 ? Pourquoi il y a eu tant de fusillés à ce moment-là ? 1914 est marqué par les automutilations, avérées ou non, C'est-à-dire que du 1er septembre 1914 au fin décembre 1914, on va avoir beaucoup de soldats avec des blessures suspectes. Donc parmi ces soldats qui se présentent avec des blessures suspectes, il est évident qu'il y en a qui se sont tirés une balle dans la main ou qui vont se tirer une balle dans le pied. Par contre, ce qu'on ne sait pas faire, c'est la différence entre une blessure par balle allemande, par éclat d'obus allemand, par rapport à une mutilation volontaire. Et d'ailleurs, les médecins nous parlent de présomption de mutilation volontaire. Et donc, ce phénomène a fait peur à l'armée parce qu'il y a eu un nombre important de blessés
de la main, par exemple. Et donc, ils se sont rendus compte que certains s'étant tiré une balle dans la main, il fallait impérativement faire des exemples. Donc, toute blessure à la main devenait suspecte. Et à ce moment-là, on traduisait devant les conseils de guerre sans aucun témoin. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y avait rien. Le soldat arrivait avec sa blessure. Elle était suspecte. Le médecin remplissait un polycopier préparé, où il suffisait de mettre le nom et le régiment. Hein. C'était précisé présomption de mutilation volontaire et il passait devant le conseil de guerre. Et en 1914, c'est l'exécution quasi assurée. Ouais, donc il y a même pas moyen de se défendre en disant, attendez, il y a Michel à côté, il était avec moi et il m'a bien vu me faire blesser par l'ennemi, quoi. Ouais, tout à fait. C'est ça. Et c'est ce qui est le gros problème. C'est que le gars arrivait, il disait, bah oui, moi je me suis blessé, mais il n'y a personne qui m'a vu. Personne m'a vu si je m'étais blessé. Donc c'est pour ça qu'on peut dire qu'il y avait effectivement, il y a eu des cas de mutilation volontaire, mais c'est pas forcément ceux qui ont été exécutés, non, qui s'étaient vraiment tiré une balle dans la main. Parce que en réalité, un médecin, le médecin, il faisait un constat assez simple. Hein. Il regardait la trace et il disait il y a un cercle noir autour de la plaie, et donc c'est un tir à bout portant. Et il y a un médecin dans les années 20 qui va se battre pour obtenir la réhabilitation de 2 soldats, et ce médecin va prouver qu'il était impossible à ce moment-là de dire si il s'agissait ou non d'un tir à bout portant. Tout simplement parce que les hommes, pendant la guerre de 14, comme on l'a dit tout à l'heure, vivaient en partie dans les tranchées, avaient les mains plutôt noires, et c'était complètement... pour ce médecin, c'était impossible, et il a obtenu la réhabilitation des 2 soldats qui s'étaient soi-disant automutilés. Et on a des témoignages de personnes qui ont survécu justement et qui se sont automutilées. Alors non, on n'a pas de témoignages, mais on a vu par exemple que dans le cas de Lémarie, c'est un cas de soldat qui s'est soi-disant automutilé, et après on s'est rendu compte que c'était pas un éclat d'obus, mais que ce n'était pas, un tir à bout portant, mais un éclat d'obus. Il y a un autre soldat, pour lui, on s'est aperçu, parce qu'on a mis plus de temps à le juger, qu'en regardant vraiment bien, il y avait effectivement un éclat d'obus, et il y avait pas c'était pas un tir de par balle. Alors, on a une question dans le chat, quelqu'un nous dit, est-ce que ça n'a pas créé un phénomène inverse, c'est-à-dire des blessés réels qu'osaient pas aller se plaindre par peur d'être considérés comme blessés volontaires? Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est une bonne question, parce que la blessure, on savait que la blessure était à la main, par exemple, c'est une blessure suspecte. Effectivement, si vous arrivez tout seul avec une blessure comme celle-là, vous risquez d'être aussi envoyé vers le même médecin qui va faire le même constat. Oui, ça peut avoir un effet de ce style, oui. Petit aparté quand même, parce que quand tu présentes cette justice expéditive, ça questionne quand même sur le questionnement et le fonctionnement de la justice militaire au début de la guerre, quoi. Du coup, est-ce que cette justice militaire, elle était liée à la justice civile ou pas du tout? Non, elle est indépendante. C'est une justice militaire. C'est en réalité avec à sa disposition un conseil de guerre à 5 membres, devant lequel les soldats sont traduits. Et au début du mois de septembre, donc, on va rajouter un conseil de guerre spécial ou cour martiale, 3 membres qui jugent sans délai, sans appel, sans rien. C'est-à-dire que ça n'a absolument, à mon avis, rien à voir. On est face à une justice qui va se baser avant tout sur l'exemplarité, c'est-à-dire qu'il faut faire des exemples, c'est pour ça qu'on parle des fusillés pour l'exemple, et il faut aller très vite. Et donc, que vous pouviez, par exemple, commettre une faute le matin, un abandon de poste, être traduit en conseil de guerre le lendemain matin et être exécuté le lendemain soir. Et ceux qui assuraient la défense, bien sûr, n'avaient pas les moyens pour le faire. On en parlera sans doute aussi. Donc, on n'est pas dans une justice qui ressemble à la justice civile, où là, on va la personne qui est accusée a des droits. Là, il y avait très peu de droits. Et on le voit bien dans les dossiers de justice, parce que parfois, il n'y a rien du tout. Parfois, il n'y a que quelques éléments. Et bien souvent, les éléments qui sont dedans sont des éléments à charge. On ne trouve pas d'éléments à décharge. La plupart du temps, c'est ça. À part la personne qui va essayer de se battre et qui va quelquefois essayer d'expliquer, par exemple dans le cas d'une mutilation volontaire, qu'elle est tombée, que son fusil, en réalité, le coup est parti et qu'il n'avait pas l'intention de se blesser, il va l'écrire. Alors déjà, il l'écrit à sa façon, parce que les gens, certains ne maîtrisent pas du tout. Et donc, c'est ce genre de document qu'on peut trouver dans des dossiers de justice. Et alors, une interrogation personnelle...
À partir du moment où tu commences à te faire traduire devant cette justice militaire et tu sais que tu as quand même des bonnes chances de passer, de te faire fusiller, est-ce qu'il n'y a pas une tentative de certains de dire mais non, attendez, c'était pas volontaire, la preuve, moi j'y retourne, quoi. Je retourne quand vous voulez au front, parce que les gars se disent bon, après tout, entre être fusillé de façon certaine ou peut-être mourir au front, je préfère peut-être mourir au front et m'en sortir. Oui, ça a pu arriver parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui s'est vu, hein. On a vu des soldats éviter de l'exécution, parce que c'est toujours pareil. Il y a pas que le soldat qui va intervenir, hein. Il y a éventuellement les officiers qui sont là, le colonel qui commande le régiment, parce qu'il y a un lien quand même. Enfin, c'est important, hein. On n'a pas affaire uniquement à des gens qui veulent absolument exécuter. Certains vont vite comprendre qu'il faut éviter. Et dans la hiérarchie militaire, il y en a aussi qui vont dire stop. Moi, j'ai trouvé des exemples. Et donc, effectivement, là, on peut avoir un soldat qui va réussir à obtenir le fait de repartir. Et on le voit dans des dossiers de justice, c'est-à-dire qu'on a le gars, il vient une fois, il vient deux fois, il vient trois fois, et on dit, bah, attendez, au bout d'un moment, voilà, il a commis plusieurs fois la faute, parce qu'il y en a, par exemple, qui ont peur. Il y en a un qui dit qu'il a peur, et à chaque fois qu'il se retrouve dans une situation délicate, ben, il abandonne son poste. Donc, il sera traduit devant le conseil de guerre. Il évitera le peloton d'exécution, mais quand il va revenir, ça va recommencer. Donc, on peut effectivement voir soit le soldat, mais je crois plus dans l'aide de l'entourage que le soldat par lui-même ou la compréhension des officiers qui sont face à lui. Et alors cette justice militaire, elle a quand même évolué au sein de la guerre. Oui, elle va évoluer parce que, donc j'ai dit tout à l'heure, hein, on va avoir un conseil de guerre à 5 membres, plus cour martiale, les deux vont fonctionner en même temps. C'est le chef de corps qui fera le choix. C'est-à-dire qu'il y en a une qui est plus expéditive que l'autre, hein, la cour martiale notamment. Cette cour martiale, on va la supprimer. Au milieu de l'année 16, on va mettre en place un conseil de quelque part de révision pour voir un petit peu si les procédures ont été respectées au niveau des droits du soldat. Ça va se rapprocher progressivement de la justice civile et on va surtout prendre beaucoup plus de temps pour juger. Hein, le début de guerre est vraiment marqué par la rapidité. C'est-à-dire que là, il faut faire des exemples, il faut aller vite. Donc, on ne prend pas le temps vraiment d'instruire le dossier, d'interroger des gens. On va voir que progressivement, on va prendre plus de temps. Et il y aura, je dirais, autant de passages peut-être devant les conseils de guerre, mais beaucoup moins d'exécution. Et puis, il y a la grâce présidentielle. Hein. Pour l'obtenir, hein, Poincaré a donné sa grâce à certains soldats. Mais pour l'obtenir, il faut un certain temps. Donc, si on va très vite, comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de demander et d'attendre le retour de la grâce présidentielle. Donc, on va prendre beaucoup plus de temps. Et donc, la justice va évoluer. Et cette évolution de la justice, alors, est-ce qu'on peut considérer que c'est aussi parce qu'on se rend compte qu'on a eu énormément de pertes au début de la guerre, qu'après, on cherche à préserver un petit peu les effectifs ou pas du tout? Ça rentre pas du tout en ligne de compte? Je pense qu'il rentre en ligne de compte, c'est la violence du début de guerre, même si ça reste violent après, bien évidemment. Hein. Mais là, on a la période donc de 14, où là, c'est une période avec une guerre de mouvement, avec beaucoup de morts, on l'a vu tout à l'heure. La période de 15, avec le grignotage, hein, cher à Joffre, où on envoie des troupes à l'assaut. Et on va en même temps qu'on va modifier la justice militaire, on va aussi ménager davantage, je dirais, les soldats. On va voir à un moment donné arriver notamment la rotation dans les permissions. On va leur accorder un peu plus de bien-être, ce qui va sans doute arranger les choses aussi. Même si après, effectivement, on va avoir des batailles violentes, hein, on le sait, hein, avec Verdun, avec la Somme, enfin, je veux dire, ça va être violent, mais on a modifié un peu aussi le quotidien des hommes. Ces soldats fusillés, pour l'exemple, est-ce qu'ils sont obligatoirement passés devant cette justice militaire ou est-ce qu'on a eu des exécutions sommaires? Parce qu'on peut voir dans certaines œuvres de fiction, justement, parfois il n'y a même carrément pas de procès, quoi. Oui, alors on a les deux, effectivement. Alors on a des gens qui sont passés devant des conseils de guerre et d'autres qui ont été exécutés par un officier. J'ai connu une histoire d'un commandant, par exemple, qui a exécuté plusieurs soldats. Et simplement en leur tirant une balle dans la tête, hein, et en mettant donc sur l'acte de décès mort pour la France, hein, tué à l'ennemi.
Donc ça permettait de dissimuler l'assassinat en quelque sorte. On a effectivement eu, on le sait, un certain nombre d'exécutions de ce type. Il y a par exemple une histoire qui tournait autour d'un régiment de Saint-Malo qui était en transfert le long du front. Il y a eu des coups de feu tirés. On a arrêté le train, le chef de corps est descendu. Il a fait sortir les gars, il a contrôlé les cartouchières. Pour certains, il manquait des balles, donc ils ont été alignés. On a fait mettre en face un peloton d'exécution et sans procès, on les a exécutés. Ça, c'est une histoire qu'on m'a transmise. Le problème des exécutions sommaires, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas effectivement dire si c'est vrai ou pas vrai. Mais il y en a eu, c'est sûr. Combien, on ne sait pas l'évaluer. Ouais, donc il n'y a pas d'officier qui a été traduit en justice à un moment donné pour avoir outrepassé ses fonctions ou pratiqué un peu trop ardument la tâche, quoi. Non, en réalité, non. Il y a même une loi d'ailleurs qui a été votée le 24 octobre 1919. Une loi a été votée donc pour protéger ceux qui seraient responsables d'exécutions sommaires. C'est-à-dire qu'en réalité, on avait donné tous les moyens à la hiérarchie militaire, donc les conseils de guerre spéciaux, et voire d'utiliser la force pour obliger les hommes à partir au combat. Donc on se rend bien compte que, puisqu'il y a eu cette loi, ça veut bien dire qu'il y a eu exécution sommaire et qu'il y a eu des hommes de tués dans ces conditions. Mais le gros problème, c'est qu'on ne le voit pas, puisque en général, eh bien, ils mettaient tués à l'ennemi, mort pour la France, enfin. Et donc, personne ne savait ce qui s'était passé, à part dans les témoignages de camarades. Et c'est comme ça, par exemple, qu'on retrouve des témoignages de ce commandant-là qui a exécuté plusieurs hommes, simplement d'un coup de revolver. Ouais, puis pour là, les cartouches, ça paraît tellement futile que c'est rageant. Il y a pas d'autre mot. On nous demande dans le chat si ces pratiques judiciaires, elles ont eu un impact d'un point de vue stratégique, par exemple, sur le développement de la guerre, ou pas du tout. C'était un peu le but, c'était surtout de faire des exemples. De faire des exemples et de dire, voilà, maintenant, si vous n'obéissez pas, si vous ne faites pas ce qu'on vous dit, voilà ce qui risque de vous arriver. C'est plus dans ce sens-là qu'il faut le prendre. Et on le voit très bien parce que l'exécution d'un soldat, eh bien, il se faisait face à un peloton d'exécution, donc des camarades à lui éventuellement qui étaient pris pour composer le peloton d'exécution. Mais il y avait aussi tout le régiment. On exécutait à proximité du front, on n'allait pas déplacer tout le régiment, bien évidemment, mais on exécutait donc ces hommes et on montrait l'exécution aux camarades et on faisait défiler éventuellement les camarades devant le corps de celui qui avait été fusillé. Donc la volonté, c'était bien celle de faire des exemples et de dire voilà ce qu'il ne faut pas faire. Alors après, effectivement, ça a pu avoir des conséquences peut-être sur l'engagement des hommes, mais bon, difficile à prouver. Et on a eu des témoignages écrits de gars qui, on leur a dit, tiens, toi, aujourd'hui, tu fais partie des gens qui vont tirer, même si c'est ton pote. Oui, alors ça, c'est une remarque très intéressante parce qu'on ne mesure pas les conséquences sur ces hommes. Oui, j'ai rencontré, moi, 2 personnes qui sont venues me voir et qui m'ont parlé de leur père ou de leur grand-père qui avait dû tirer sur un camarade. Et il y en a un toute sa vie et régulièrement, il pleurait parce qu'il s'en voulait terriblement d'avoir fait ça. Et oui, ces hommes, pour moi, c'est un nombre important parce que quand on voit le nombre de fusillés multiplié par tous les hommes, enfin ces hommes qui composaient le peloton, ça représente quand même beaucoup d'hommes. Et je pense que pour certains, oui, ça a été très difficile. Surtout que ce qu'il faut bien voir, c'est que les fusillés, l'arrière est un peu dur avec les fusillés. Je veux dire les civils qui sont à l'arrière. Par contre, les camarades ont toujours dit, voilà, c'est un pauvre gars, soit il a perdu la tête, soit il n'était pas plus coupable que les autres, et puis on l'a exécuté, soit on voulait s'en débarrasser aussi. On trouve des propos tenus par des officiers supérieurs où on voit très bien que l'intention, c'est de se débarrasser d'une personne. Et donc, les camarades de combat n'avaient pas des propos durs vis-à-vis des fusillés. Tu le disais, lors de ces procès, ces soldats, ils étaient défendus, mais ils étaient défendus par qui s'ils étaient défendus. Oui, il y avait un avocat. C'est un conseil de guerre, donc il y a un président, il y a des assesseurs, il y a un avocat,
Alors l'avocat, il était choisi. C'était pas forcément un avocat, c'était évident, puisque dans les tranchées, il n'y en avait pas quand même énormément. On n'allait pas chercher non plus un avocat très loin. Il fallait encore une fois. Là aussi, je parle du début de guerre. C'est toujours la période la plus importante. Il fallait aller vite. Donc, on désignait un camarade parce qu'il avait fait des études de droit, ou même tout simplement parce qu'il était notaire, ou parce que, voilà, quelquefois où il n'était rien du tout. Et on lui disait, de toute façon, demain, tu vas aller défendre ton camarade. Mais ça ne l'empêchait pas, par exemple, de rester en première ligne jusqu'au lendemain matin, et le lendemain matin, de descendre à 8 heures du matin pour aller en conseil de guerre sans rien. C'est-à-dire qu'il n'avait aucun élément pour le défendre, bien sûr, puisqu'il n'avait pas eu l'occasion d'échanger avec la personne qu'il devait défendre. Donc oui, ils ont été défendus, mais c'était quand même quelque part des parodies de procès. Et on nous demande dans le chat qui étaient les officiers rapporteurs chargés de l'enquête. Alors, les officiers pouvaient être des officiers d'un des régiments d'un côté, c'est-à-dire que pas le régiment auquel appartenait celui qui était condamné, c'était des officiers d'un autre régiment, voire du même régiment. Pardon. J'ai trouvé un cas de figure où tous les soldats qui composent le conseil de guerre appartiennent au même régiment que celui qui est condamné. Donc on voit ici une injustice, parce que tous ces hommes sont en réalité sous les ordres de celui qui a mis en jugement donc le fusillé. Alors, tu le disais, c'est par les camarades proches, ces fusillés, ils n'étaient pas spécialement considérés comme des lâches, mais c'était le cas par d'autres régiments. Est-ce qu'il y a des régiments qui étaient du coup plus exposés que d'autres, et donc certains qui n'ont pas été exposés à ça se disaient « Ah, mais s'ils ont été fusillés, c'est qu'ils l'ont bien cherché ». La répartition des fusillés, c'est un sujet intéressant, parce que, à la fois intéressant et important. On se rend compte qu'il y a des divisions où on n'a pas fusillé. Il y a des divisions, où on a beaucoup fusillé. Et on se rend compte aussi que, fonction du chef de corps, fonction du général, par exemple, qui passait d'une division à l'autre, on avait des fusillés dans tous les cas. Ça veut dire que, alors, le jugement des hommes, en réalité, il était... je pense pas que les hommes leur en voulaient particulièrement, parce qu'ils étaient bien conscients de la violence de cette guerre et des conditions très difficiles dans lesquelles ils étaient. Mais par contre, donc on se rend compte aussi qu'il y a une injustice énorme par rapport au fait qu'un soldat qui allait commettre une faute dans une division, fonction du général qui commandait la division, allait très facilement se retrouver dans le conseil de guerre, alors que s'il était dans une autre division, un autre régiment, eh bien, les officiers supérieurs allaient arranger les choses pour pas que ça aille jusqu'au conseil de guerre ou jusqu'à l'exécution, pour la même faute commise. Quelque part, il y a une forme d'injustice. Il y a des généraux qui ont énormément fusillé, et il y en a d'autres qui ont tout fait pour éviter des exécutions. Là aussi, on n'est pas... tous les généraux de 14-18 n'étaient pas des fusilleurs. Tous les officiers supérieurs n'étaient pas des gens qui avaient envie de fusiller. Moi, j'en ai trouvé plusieurs qui se sont opposés. Ouais, donc il y a aussi une pression hiérarchique qui peut être extrêmement forte, quoi. Oui, tout à fait, oui. Oui, parce qu'après, effectivement, quand le soldat commet une faute, c'est constaté par le sous-officier qui commande, qui fait un rapport qui arrive sur l'officier au-dessus, et ainsi de suite, et ça remonte. Et on voit donc à un moment donné apparaître ceux qui décident, notamment le colonel qui commande le régiment, qui confirme ou non, qui dit bon, ok, à traduire devant un conseil de guerre ou à traduire devant un conseil de guerre spécial, et puis le général au-dessus qui rajoute quelque chose. Enfin bon, on voit bien les notes arriver, ou alors marquer oui, il faut absolument s'en débarrasser parce que c'est un indésirable quelque part. Est-ce que ça se savait en dehors de l'armée qu'il y avait des fusillés, pour l'exemple ? Oui, alors oui et non. Pourquoi oui et non ? Parce qu'en réalité, quand il y avait une exécution, logiquement, il y avait une information qui était transmise au village d'où était originaire le fusillé, ou le village où il vivait, si c'était pas le même. Et il était éventuellement affiché sur la porte de la mairie un petit bout de papier qui précisait que le soldat de tel régiment avait été exécuté. On imagine les retombées dans un petit village. Moi, j'ai eu, par exemple, un descendant de Truton, qui est un fusillé de 1917, qui m'expliquait que sa femme et sa fille ne sortaient que la nuit pour ne pas être prises à partie par la population. Donc oui, on pouvait avoir des redescentes d'informations comme celle-là, avec, pendant la guerre, donc, des gens qui étaient bien au courant de ce qui s'était passé. Par contre, à l'opposé, on trouve dans les fusillés des cas où
la femme d'un fusillé, par exemple, s'aperçoit qu'elle n'a pas de pension de veuve de guerre. Elle ne comprend pas pourquoi. Elle s'adresse à l'autorité militaire qui la renvoie vers l'autorité civile. Et là, tout ça pour chercher à savoir qu'est-ce qui est arrivé à son mari. Elle sait qu'il est mort, mais elle ne sait pas comment. Et la conséquence, en réalité, c'est la perte de la pension de veuve de guerre et du statut de pupille de la nation pour les enfants. Il y a un autre exemple d'un père qui, en 1938, c'est-à-dire après qu'on est, je dirais après l'année 1934, où on a terminé les réhabilitations, en 1938, il sait que son fils a été fusillé, mais il ne sait pas pourquoi. Donc il y a une espèce de flou qui règne autour de l'information qui remonte vers les familles. Et est-ce que justement, après la guerre, il y a pu avoir des procès en réhabilitation pour retrouver une pension, par exemple, pour une veuve qui aurait perdu son mari? Ça, c'est une question qui revenait souvent. Combien il y en a eu? Il y en a eu plus d'une quarantaine. Hein. Je l'évoque dans mon livre, la deuxième partie de mon livre « Sauver mes hommes », où j'ai repris donc toute la presse de 1917 à 1934. Alors pourquoi 1917? Parce que c'est la première réhabilitation en pleine guerre. Hein. Le canonnier Bourré, donc, qui a quitté son poste, a quitté sa batterie, hein, suite à l'explosion de la batterie. Il était commotionné, il est parti, on l'a retrouvé ailleurs, abandon de poste, en présence de l'ennemi, il a été traduit devant un conseil de guerre, il a été exécuté. Et en réalité, il s'est avéré qu'après, ils ont réussi à prouver qu'il était commotionné, et s'il est parti, c'est pas parce qu'il avait la volonté de quitter son poste, mais simplement parce qu'il était perdu. Et donc, Bourré, donc, première réhabilitation en 1917 jusqu'aux dernières en 1934. Et à chaque fois, donc, ça, effectivement, le ou les soldats fusillés récupèrent la mention mort pour la France et la famille récupère effectivement les droits auxquels, normalement, ils peuvent prétendre quand ils ont perdu un membre de leur famille au combat. Alors, tu nous l'as dit, il y a des disparités dans le nombre de fusillés entre les régiments qui servaient sous tel ou tel général. Et est-ce qu'il y a aussi des disparités géographiques ou est-ce que c'était sur tout le front? Non, c'est à peu près sur tout le front. À peu près, c'est réparti. Hein. Bon, bien évidemment, c'est proche des grosses zones de combat. Hein. Mais on en a à peu près sur tout le front. Et on fusille donc à proximité du front. Et on enterre donc aussi à proximité du front donc les fusillés. Mais on a une répartition à peu près sur l'ensemble du front. Et aussi sur l'ensemble de la France au niveau de l'origine hein, des fusillés. Et quand ils sont fusillés, ces soldats, qu'est-ce qu'on fait des corps? On leur accorde tout de même une sépulture avec les autres ou est-ce qu'ils sont mis à part? Alors c'est variable. C'est variable, par exemple, moi j'en ai étudié plusieurs, je suis allé voir les sépultures. Hein. Il y en a un, par exemple, qui a été fusillé, donc, et on l'a enterré à une distance de 10 mètres ou 15 mètres par rapport au poteau où il se trouvait, où il a été fusillé. On imagine bien que le poteau ayant disparu, après on ne retrouve pas la sépulture. Donc lui fait partie de ceux qu'on ne retrouve pas. Il y a un jeune sous-lieutenant qui a été fusillé sur son brancard. On ne retrouve pas non plus de sépulture, et son père cherchait, après la guerre, à retrouver sa sépulture. Mais bien évidemment, il n'y en avait pas. Il y en a d'autres qui se trouvent dans des cimetières, mais des cimetières civils. Et principalement, quand tu rentres dans le cimetière, ils étaient plutôt au fond, à gauche, tout au fond dans l'angle. C'est comme ça qu'à Verderonne, par exemple, où il y a eu plusieurs fusillés, on est allé sur place et on a vu, à cet endroit-là, il y avait un buisson avec les gravats que l'on jette habituellement dans les cimetières, hein, les restes de plantes ou les morceaux de pots de fleurs. Et on s'était posé la question, et il y a des recherches qui ont été engagées, et ils ont trouvé à cet endroit-là les fusillés. Donc aujourd'hui, il y a une plaque, enfin il y a un monument à la mémoire de ces hommes. Donc c'est assez variable. On peut aussi en trouver aujourd'hui dans les cimetières militaires. Donc après la guerre, les hommes ont été déplacés éventuellement, mis dans des grands cimetières militaires. Et il y en a certains qui ont obtenu la mention mort pour la France, non pas parce qu'on a décrété que voilà, ils devaient l'avoir, malgré qu'il ait été fusillé, mais parce qu'en réalité, ceux qui ont procédé à la réfection du cimetière à une certaine époque ont vu qu'il n'y avait pas de mention mort pour la France comme les autres, donc ils l'ont simplement rajouté. Donc en réalité, c'est assez variable. Soit on n'a pas de sépulture, soit on a une sépulture dans un cimetière civil et plutôt vers le fond à gauche, hein, ça a l'air d'être assez courant, soit dans une fosse commune. Le commandant Frédéric Wolff, hein, une partie de son corps a disparu, mais il est resté une partie. Et j'ai retrouvé donc 2 sépultures. Et ensuite, il disparaît et il a dû être mis dans une fosse commune. On parlait de disparité. Est-ce qu'il y a d'autres
critères qui nous permettent de dégager des tendances parmi les fusillés, comme par exemple l'âge ou le milieu social? C'est variable, hein, ça va. Mais les plus jeunes parmi les fusillés ont 19 ans et les plus âgés ont 45 ans. Donc voilà, on en a à peu près de tous les âges, hein. Ceux qui ont 45 ans sont des territoriaux. Et malgré tout, ils ont été engagés en première ligne et ils ont abandonné leur poste aussi, hein, ça, entre parenthèses. Mais non, au niveau de l'âge, on n'a pas de critères particuliers. Ça semble là aussi assez réparti. Ce qu'on peut avoir après, ce qui peut intervenir, c'est le passé du soldat. C'est-à-dire que quand le soldat a commis des fautes, peut-être il était dans le civil, parce que souvent on trouve un extrait de son casier judiciaire. Donc ça peut être un élément à charge. Il se peut aussi que le soldat ait commis plusieurs fautes. Au bout d'un moment, les fautes précédentes, bien sûr, ce sont aussi des éléments à charge. Il se peut aussi qu'on ait affaire, par exemple, on a eu un cas sur des membres de la CGT qui ont pu être exécutés. Alors, là aussi, hein, c'est pas uniquement parce qu'ils appartenaient à la CGT, mais ça peut être des éléments à charge. Des hommes qui n'ont pas toute leur tête. On a par exemple un officier supérieur qui dit lui il faut s'en débarrasser de toute façon, et en gros il est bon à rien, donc on n'en a pas besoin. C'est plutôt des critères comme ça. Question importante, est-ce qu'il y a eu des gradés parmi les fusillés? Oui, il y a eu des gradés. Il y a eu donc je parlais tout à l'heure du sous-lieutenant Chapelan qui a été fusillé sur son brancard, qui était donc un gradé. Il y a Erdogan Million deux lieutenants pardon. Il y a eu un capitaine, mais pour une affaire un peu particulière là d'espionnage. Et puis il y a le seul officier supérieur, hein, le commandant Frédéric Wolf, hein, pour lequel j'ai passé 6 ans à faire des recherches. Il, lui donc, est le seul officier supérieur à avoir été exécuté. J'ai retrouvé des cas d'officiers supérieurs qui ont été traduits dans des conseils de guerre après la guerre, et pour des fautes plus importantes que celles que lui avait commises. Et en réalité, ils n'ont pas été inquiétés plus que ça. C'est principalement, hein, dans les fusillés, des simples soldats, la grande majorité, des caporaux, sergents, voilà, c'est plus ça que des officiers. Mais il y a eu quelques officiers quand même. T'as des cas, toi, qui t'ont marqué plus que d'autres, sur lesquels tu as travaillé de fusillés? Ouais, je dirais que comme ça, en plus du commandant Frédéric Wolf, là, parce que son histoire est assez incroyable, oui, j'ai 3 autres cas. J'ai Lévy. Alors Lévy, c'est moi je l'ai surnommé le petit coiffeur juif. C'est un garçon, on est allé avec ma femme qui était de Bayonne, qui travaillait comme coiffeur chez son père et qui, vraisemblablement, hein, n'avait pas toute sa tête quand il est parti à la guerre, parce qu'on a des témoignages de gens qui l'ont croisé avant la guerre et qui disent que Lévy, c'était un simple d'esprit, hein. Il l'avait croisé une fois, il lui avait demandé si ça allait, Lévy avait répondu oui, je vais me marier, et les gens lui avaient dit mais avec qui tu vas te marier? Je ne sais pas. En réalité, c'est quelqu'un qui n'avait pas toute sa tête, ce que son père a confirmé. Et en plus, il était juif. Alors pourquoi je dis ça? Parce que le rabbin qui l'assiste, hein, au moment de son exécution, et bien ce rabbin dit et écrira même dans les années 20, et ce rabbin écrira que si Lévy n'avait pas été juif, il n'aurait jamais été traduit dans un conseil de guerre. Donc cette affaire, oui, elle est assez troublante, hein, parce que ce garçon, on voit bien qu'il n'est pas du tout fait pour ça. Et en plus, cette histoire de rabbin est intéressante, hein, pour voir un petit peu l'état d'esprit et des éléments qui peuvent à un moment donné, je ne dis pas, hein, que tout c'était dans ce cas-là, mais qui peuvent à un moment donné venir s'ajouter à la faute commise. Oui, parce que faut le rappeler quand même. Il y a un antisémitisme qui est encore très prégnant. Ouais. Bien sûr, ouais, tout à fait. Oui. Je l'ai dit d'ailleurs, j'ai travaillé avec le général Bach, qui est l'ancien patron des archives, hein, de Vincennes, qui était un type très très sympathique. Par contre, quand je lui ai parlé de cette affaire, je l'ai senti un peu troublé. Il me dit ah non, c'est pas possible et tout. Si. Et effectivement, on a le courrier du rabbin. Alors, c'est ce que le rabbin affirme. Hein. Voilà, c'est pas moi qui l'ai inventé. Et autre affaire, les 4 de Roussy, parce qu'on parle toujours de l'affaire Maupas, hein, et on a une affaire quasi semblable, hein, celle des 4 de Roussy, c'est 4 soldats qui se trouvent dans l'Aisne. Les combats on est en 1916, les combats sont violents.
On ordonne donc à un moment donné au régiment de revenir en arrière. Et puis l'état-major n'est pas content, les résultats sont pas bons, et l'état-major leur dit non, vous les renvoyez au combat. Et là, il y a 4 soldats qui sont un peu plus virulents que les autres. Ils veulent bien repartir, mais ils veulent prendre un peu de repos, hein, c'est tout à fait légitime. Et ces 4 soldats sont traduits devant un conseil de guerre et exécutés. Et la troisième affaire, elle ressemble étrangement à l'affaire Berceau. L'affaire Berceau, c'est ce soldat qui a été fusillé parce qu'on voulait l'obliger à porter un pantalon qui était maculé de sang, de terre. On l'a vu, hein, ça donnait lieu à un film, et un livre déjà de Scoff et un film derrière. Qui s'appelle Le Pantalon, tout court. Tout à fait, ouais. Eh bien, Hoft, c'est à peu près la même chose pour une paire de chaussures. C'est-à-dire que son régiment est commandé pour aller en première ligne. On n'est pas en première ligne, hein. Il est commandé pour aller en première ligne. Et Hoft arrête et dit « Je ne veux pas y aller, je veux les chaussures neuves ». Et donc, il est accusé de refus d'obéissance. Et refus d'obéissance en présence de l'ennemi parce que le régiment est commandé pour aller vers l'ennemi. Et refus d'obéissance en présence de l'ennemi, à cette époque-là, il est exécuté. On nous demande dans le chat pourquoi, tout simplement, les soldats qui étaient plus en capacité de se battre, on n'a pas décidé de les démobiliser, en fait. Bon, il faut pas se voiler la face, hein. Ça aurait pu ouvrir à la porte à des simulations, hein, déjà que c'était compliqué, mais effectivement, ces hommes n'étant plus en capacité de se battre, ils ont voulu quand même les maintenir. Et même si les médecins les ont récupérés à un moment donné, l'objectif des médecins était de les renvoyer au front parce qu'on avait besoin d'hommes au front, et surtout pas de les renvoyer à l'arrière. Et puis après, c'était pour eux sans doute compliqué aussi de faire la différence parfois entre un simulateur et un soldat qui avait vraiment des problèmes. Alors ils étaient envoyés à Tours, on avait, je crois que de Tours. Je suis de Tours. On avait un spécialiste qui s'appelait Clovis Vincent, qui était un médecin et qui se chargeait de torpiller les soldats qui étaient récalcitrants comme ça, qui étaient accusés de simulation, tout. C'est-à-dire qu'il leur mettait des décharges électriques et les gens qui passaient dans la rue disaient qu'ils entendaient les hommes crier tellement c'était violent. Alors, quand tu m'as dit tu es de Tours, j'étais tout fier de répondre oui, je suis de Tours. tu m'as douché juste après, très bien. On nous demande s'il y avait dans les fusillés, pour l'exemple, s'il y avait des soldats qui étaient des appelés des colonies. Bien sûr, hein. Et parmi les fusillés, il y a des soldats des colonies. Hein. Oui, bien sûr. Alors, en plus, dans les exécutions sommaires, là, c'est un point de vue personnel. Hein, je n'ai pas pu vérifier en termes de chiffres, mais je pense que là, vu la considération qu'on avait pour ces hommes, je pense que ça ne les dérangeait pas de leur tirer dessus. Mais oui, on a des hommes des colonies. J'ai envoyé, d'ailleurs, j'ai un contact en Algérie. J'avais envoyé justement la liste des soldats originaires d'Algérie qui avaient été fusillés. Parce que, voilà, on trouve des cas semblables, hein, des abandons de poste, des refus d'obéissance, enfin, la même chose. Et justement, tout à l'heure, c'est intéressant cette remarque, parce que tout à l'heure, je parlais de généraux qui se sont opposés à l'exécution de soldats. Il y a l'exemple, alors, pardonnez-moi l'expression, mais c'est celle qui est utilisée. Hein. Il y a l'exemple d'un officier général. Alors, on trouve les écrits où il est précisé qu'il aurait évité l'exécution d'un bico. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est pas moi qui... Et parce qu'il trouvait pas ça normal. Ouais, donc il y avait vraiment de tout. Alors tu nous disais que ce phénomène, il est principalement sur les années 1914-1915. Qu'est-ce qui explique que justement on ait un ralentissement des fusillés en 15-16 ? À partir de 16, tu veux dire, à 45, c'est l'année du plus grand nombre de fusillés. À partir de 16, oui, ça va diminuer. On l'a vu tout à l'heure, hein, on a une justice qui va évoluer. On va supprimer les conseils de guerre spéciaux, les camps martiaux, donc on va prendre plus de temps pour juger. Et on va encadrer un petit peu, il y a des officiers qui vont avoir en charge après de contrôler si la procédure, enfin, si le jugement était conforme, pas de leur dire non, il fallait pas le fusiller, mais simplement ils vont regarder si tout a été respecté. Hein. Il y avait des délais, des choses comme ça. On va progressivement se rapprocher d'une justice qui ressemble plus à la justice civile. On va donc prendre plus de temps aussi. On va donc avoir plus de grâce présidentielle. Hein. Et je crois que c'est principalement lié à tout ça. Et puis là, je pense que le temps va faire son effet aussi sur ces soldats hein, qui vont devenir un peu plus aguerris. Imaginez un paysan, un pâtissier, enfin il y avait des tas de gens qui se retrouvent jetés
en 14 dans ces batailles terribles. Bon, je pense que là, c'est pour cette raison qu'on va voir notamment les histoires de mutilation volontaire dès le début de la guerre. La violence, elle sera toujours là, mais ils vont s'habituer plus peut-être à cette violence. Ouais, c'est ça qui est terrible aussi d'ailleurs, hein, c'est de s'habituer à cette violence. Il faut ajouter ce que je disais aussi tout à l'heure, hein, c'est qu'on va améliorer aussi la rotation au niveau des permissions, on va améliorer le quotidien des hommes. Notamment, voilà, quand ça va monter en 17, donc il va y avoir les mutineries parce que les hommes en ont marre, on va on va faire davantage attention à leur quotidien. On va leur porter un peu plus de considération. Alors, ce dont on parle depuis tout à l'heure, ça fait absolument froid dans le dos, et il peut être légitime de se poser une question. Est-ce que les Français étaient les seuls à faire ça? Les Français n'étaient pas les seuls. J'ai parlé tout à l'heure des Italiens qui détenaient le record, hein, des Italiens, parce que nous, on annonçait 639 fusillés. Enfin, moi, j'en ai 770, mais tout motif confondu. Les Italiens sont au-dessus de 800 et ils ont procédé beaucoup à la décimation. C'est pareil. Hein. Quand il y a une offensive qui ne convenait pas, un résultat qui ne convenait pas, on fusillait. Les Anglais en ont eu. Ils en ont pardonné. Ils ont pardonné à 306 fusillés. Je crois que ça fait l'objet d'un débat. Alors nous, en France, on ne parle pas de pardon, mais de réhabilitation, ce qui n'est pas la même chose. Donc oui, les Anglais en ont eu aussi. Les Allemands annoncent quelques dizaines seulement. Alors on se pose la question sur la véracité des chiffres. Hein. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que les conditions de vie des Allemands étaient peut-être meilleures, étant donné que c'est eux qui envahissaient. On voulait peut-être leur donner un quotidien qui soit un peu plus agréable que celui des soldats français. Et on a eu effectivement des exécutions dans d'autres pays. Toi, tu as donc étudié un cas aussi un peu à part, hein, celui d'un officier supérieur qui a été fusillé pendant cette Première Guerre mondiale. Comment est-ce que tu as découvert son histoire ? Alors, je l'avais mise de côté, son histoire, parce que naturellement, moi, je m'intéresse plus au petit peuple. C'est ce que j'aime dans la guerre de 14. Donc, j'avais mis cet homme de côté en me disant, lui, on verra ça plus tard. Mais à un moment donné, je me suis dit, tiens, je vais quand même chercher. Et son histoire, elle est assez incroyable parce que il a 45 ans quand la guerre éclate. Il aurait pu ne pas y aller. Il choisit d'y aller. C'est un officier supérieur qui a fait sa carrière principalement dans l'économie, qui n'est pas un militaire très la cause militaire, c'est pas ce qui a l'air de le passionner le plus. Hein. Il est plus attiré par tout ce qui est technique ou scientifique. Il va s'intéresser notamment à la TSF. Il va mettre en place un réseau de TSF en Indochine. Et donc cet homme, on voit très bien, puisqu'on a accès à son dossier militaire, il est officier, et on voit très bien qu'avant la guerre de 14, en 1913, donc sa hiérarchie se pose des questions quant à sa capacité à commander un bataillon. Parce que finalement, il l'a jamais fait. Et puis il se pose vraiment des questions. Et la guerre éclate, il part, et le 25 août 1914, il se trouve devant la briqueterie d'Einvaux, pas loin de Lunéville, en Meurthe-et-Moselle. Hein. Son bataillon est engagé, les Allemands sont retranchés dans la briqueterie, et à un moment donné, donc, il aurait agité un drapeau blanc, mais quelqu'un aurait crié sauf qui peut. A priori, il dit que ce n'est pas lui, et son bataillon donc s'est mis à reculer. C'est lui donc qui commandait le bataillon. Les officiers supérieurs, généraux plutôt, l'ont traduit devant un conseil de guerre. Et il a été fusillé le 1er septembre 1914. On peut dire que c'est le premier fusillé, donc on commence fort. Hein. Et on voit très bien que là, on va très vite, hein, parce que il est fusillé le soir de son passage devant le conseil de guerre. Et donc, on se rend compte que cette justice expéditive du début de guerre, malgré son grade d'officier supérieur, il n'a pas pu y échapper. Et j'ai retrouvé donc le témoignage d'un soldat qui était adjudant à l'époque et qui est devenu commandant et qui a, dans les années 50, écrit ses mémoires. Et il évoque un passage sur cet officier. Et il dit qu'en réalité, il l'a bien vu, le régiment partir. Lui, à 45 ans, il était fatigué. Les colonies l'avaient fatigué, comme beaucoup de soldats qui surveillaient les colonies. Il avait du mal à suivre son bataillon.
Et à un moment donné, il a quand même tenté de le ramener vers les Allemands, parce que la hiérarchie militaire n'en a pas tenu compte, et donc l'a accusé d'avoir abandonné son poste. Alors en plus de cette histoire, cette histoire pourrait faire un très bon film, parce que cet officier donc est exécuté le 1er septembre 1914. Il est enterré dans un verger à Remonnoville. Et tous les ans, il y a une dame en noir qui va venir fleurir sa tombe. Et en 1920, cette dame en noir va exhumer clandestinement le corps de l'officier. C'est-à-dire qu'on va retrouver que des restes. Elle est partie avec le corps, les morceaux du corps de l'officier dans un sac. Et la presse à l'époque, j'ai fouillé la presse, va titrer, mais qui est cette dame en noir? Et en réalité, moi, j'ai trouvé qui était cette dame en noir, parce que je connais son passé avant la guerre de 14. Donc, c'est une histoire assez incroyable. Et son père, donc, son père et sa femme se sont battus après la guerre de 14, donc, pour obtenir sa réhabilitation. Ils n'ont jamais réussi. Et là aussi, en fouillant, je me suis rendu compte que son père était Dreyfusard. Et il était commandant, il était Dreyfusard, il a perdu son poste dans l'armée. Et on peut imaginer, mais là aussi, on ne peut que l'imaginer, que ça ait pu avoir une incidence sur la réhabilitation de son fils. Et donc, qui s'appelait cet officier? Donc, Frédéric Wolff est là, donc ça, c'est la photo qui figure sur son dossier. Et l'identité mystérieuse de la femme, du coup? Alors, l'identité mystérieuse de la femme, elle est liée au fait que, j'ai vu à un seul endroit indiquer qu'il avait un enfant. Et cet enfant, en réalité, je l'ai cherché. J'ai cherché, mais je ne le trouvais pas. Je savais qu'il s'était marié en 1909, donc j'ai continué à remonter, en me disant peut-être qu'ils l'ont eu avant le mariage. Et non, il a bien eu cet enfant, il a reconnu cet enfant, mais qu'il n'a pas eu avec sa femme. Et la mystérieuse dame en noir, c'était impossible pour la presse de découvrir qui elle était, puisqu'elle était en lien avec cet enfant que personne ne connaissait. Et d'autant plus que cet enfant ne figure pas dans la période des réhabilitations. Il n'accompagne pas son grand-père et sa mère, donc celle qui aurait pu être sa mère. Il ne les accompagne pas dans les procédures de réhabilitation de son père, tout simplement parce que lui aussi est mort à la guerre de 14. Ça me fait penser d'ailleurs que tout à l'heure tu parlais de réhabilitation côté français, de pardon côté anglais. La différence, c'est que dans le terme réhabilité, il y a quand même cette notion de dire c'était pas de leur faute, quoi. Alors que dans le pardon, il y a ce truc de dire quand même, ils avaient fauté à un moment donné. Tout à fait. C'est pour ça qu'on n'était pas forcément d'accord avec le pardon. Non, c'est une véritable réhabilitation. C'est-à-dire qu'on considère qu'ils ne méritaient pas d'être exécutés. On va justement parler de ce long combat mémoriel qui a suivi le conflit. À la fin de la guerre, comment est-ce que ces soldats fusillés étaient considérés ? Alors, par les anciens combattants, voilà, ça a été le combat d'associations d'anciens combattants, notamment. Donc, la considération, elle était là. Les hommes considéraient qu'effectivement, ayant vécu la même chose qu'eux, considéraient qu'on pouvait avoir un moment donné un moment de faiblesse qui fait qu'on puisse abandonner son poste ou refuser d'obéir. Donc, côté anciens combattants, il n'y avait pas de souci. Le problème était plutôt du côté de la population civile, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, où là, on pouvait, par exemple, reprocher un fusillé de lui d'avoir abandonné son poste alors que le père, le frère, un parent était mort pendant cette guerre, lui avait donné sa vie, quoi. Mais les fusillés vont rester présents pendant, en réalité, déjà toute cette période où on va lancer les campagnes de réhabilitation, c'est-à-dire de 1917 à 1934. Pendant cette période-là, donc, on va amnistier, on va réhabiliter aussi certains fusillés. Et pour moi, donc, après, ça va s'arrêter. On va avoir la Deuxième Guerre mondiale qui va un peu bloquer le processus. Et j'ai le sentiment qu'on voit réapparaître vraiment les fusillés à partir notamment du film de Kubrick, Les Templiers de la Gloire, qui évoque le sort de soldats de l'armée française, donc fusillés. Et on est en 1957, on est en pleine guerre d'Algérie. Et là, le film est interdit en France, il faut quand même s'en rappeler. Il va ressortir après. Et là, le combat va reprendre. Il y a des associations qui se battent. Je pense à la Libre Pensée, à la LDH, à l'ARAC, voire des partis politiques ou des syndicats qui se battent depuis toutes ces années pour la réhabilitation de ces hommes.
Est-ce qu'il y a une évolution, là on l'a dit à partir de 1907, mais de la considération des fusillés, dans le sens où, tu le disais tout à l'heure, les premiers fusillés, quand ils étaient fusillés, potentiellement on envoyait un petit mot qu'on placardait dans le village en disant lui il s'est fait fusiller, donc on jetait l'opprobre un peu sur cette personne-là. Est-ce que c'est toujours le cas en fait à la fin de la guerre, par exemple, s'il y a des fusillés en 1917-18, est-ce qu'on continue à informer la famille, ou est-ce qu'il y a des familles qui n'étaient pas informées du fait que leurs proches étaient morts fusillés? Oui, il y en a encore, puisque moi j'ai vu en 1938 venir ce père qui cherche à savoir, qui sait que son fils a été fusillé, mais qui cherche à savoir pourquoi. En réalité, il y a quelque chose qui n'est pas clair autour de l'information. Tous ces morts, donc ils figurent sur les monuments aux morts ou pas du tout? Alors, une bonne partie figure sur les monuments aux morts. C'est pour ça, moi, le combat que j'ai engagé, donc il y a à peu près 20 ans maintenant, j'ai d'abord fait sur la Sarthe, sur mon département. J'ai pris tous les fusillés en accord avec le général Bach qui m'avait donné une première liste de fusillés. Et je suis allé voir les communes, j'ai regardé, il y avait à peu près plus de la moitié qui étaient déjà sur les monuments. Et donc, moi, j'ai demandé à ce que les autres soient inscrits. Donc, à chaque fois, je suis allé voir les municipalités, j'ai essayé de me battre. Alors, ce sont des hommes qui méritent d'être inscrits. Ce ne sont pas des homicides ou des choses comme ça. C'est vraiment des abandons de poste, des refus d'obéissance ou des choses comme ça. Et donc, on a, tout au long des années, on a fait réinscrire plusieurs fusillés. Et tous les fusillés de la Sarthe, aujourd'hui, sont sur les monuments. Et pour répondre à ta question plus précisément, oui, il y en a beaucoup qui sont déjà sur les monuments. Alors, certains nous disent que, notamment pour refuser la réhabilitation, que leurs camarades ne supporteraient pas qu'ils soient sur les monuments à côté d'eux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a déjà un grand nombre qui y sont. Et quand on contacte les municipalités, elles ne savent pas pourquoi. Parfois, elles ne savent même pas que ce fusillé existe, ou que cette personne a été fusillée. Il y a une définition juridique de la réhabilitation? La réhabilitation, en réalité, alors aujourd'hui, bien sûr, on ne parlera pas de pension de guerre ou de choses comme ça. La réhabilitation, c'est l'inscription sur le monument aux morts. C'est l'attribution de la mention mort pour la France qui déclenche après l'inscription normalement sur le monument aux morts. On voit que ça n'a pas toujours été le cas, puisqu'il y en a qui n'ont pas la mention, qui sont sur le monument aux morts. Et puis, ça fait l'objet en 2013, il y a eu une commission qui a été demandée par le ministre délégué, M. Kader Arif, aux anciens combattants. A priori, à la demande d'Hollande, qui était président, et Hollande était plutôt favorable à la réhabilitation des fusillés. Moi, j'ai été entendu par cette commission. On était 2 particuliers, le reste, c'était des associations. Et donc, on devait demander, on nous demandait qu'est-ce que l'on souhaitait. Et en réalité, c'est ça, c'est l'inscription, la mention mort pour la France, l'inscription sur les monuments aux morts. Et à l'époque, on nous avait proposé l'accès à tous les dossiers de justice, ce qui se fait maintenant par le biais du site Mémoire des Hommes. Pour rentrer, il vous faut donc le nom de fusillé. Vous ne rentrez pas comme ça, il faut le nom de fusillé. Par exemple, vous prenez Wolf, vous tapez Wolf et vous allez avoir son dossier. Tu nous disais tout à l'heure que la première vague de réhabilitation, c'est entre 1917 et 1934. On a combien de soldats qui ont été réhabilités pendant cette période? Alors, il y en a un peu plus d'une quarantaine. J'ai tous les noms dans mon bouquin parce que je les ai listés justement. Il y a un peu plus de 40, je crois que c'est 41 ou quelque chose comme ça. Alors, ça fait partie aussi des choses qui font débat parce que, notamment, moi j'ai été entendu dans le cadre de la proposition de loi, j'ai été entendu par Bastien Lachaud à l'Assemblée nationale et par Guillaume Gontard au Sénat. Et j'ai écouté après les réactions à la fois des députés ou des sénateurs. Certains vous disent que voilà, tous ceux qui méritaient d'être réhabilités l'ont été, ce qui est totalement faux. On voit très bien que, par exemple, ce monsieur que je citais, qui en 1938 cherche à savoir ce qui est arrivé à son fils, ne peut pas avoir engagé une procédure de réhabilitation puisque ça s'est terminé en 1934. Ouais. Le seul derrière qui a obtenu, je dis bien la mention pour la France, mais qui n'est pas une véritable réhabilitation, c'est le fameux sous-lieutenant Chapelain dont je parlais tout à l'heure. Il y a un combat qui a été mené par Christian Rollin notamment, qui a fait un gros travail sur cet officier. On s'est associé à 3 autres personnes associées à lui. Et donc, Monsieur Kader Arif nous avait envoyé un document sur lequel il précisait qu'il accordait la mention pour la France au sous-lieutenant Chapelain. D'autres auraient dû suivre, mais ça s'est arrêté.
Ah, mais donc au final, sur le nombre total de fusillés que tu nous as annoncé tout à l'heure, plus de 600 personnes quand même en France, il y en a qu'une quarantaine qui ont été réhabilitées au total? Oui, c'est bien pour ça. C'est pour ça que oui, certains annoncent que oui, c'est bon, ceux qui méritaient ont été réhabilités. Non, non, parce que il faut voir le combat pour obtenir la réhabilitation. Il faut voir ce qu'a dû mener Blanche Maupas, la femme de Théophile Maupas, pour obtenir la réhabilitation de son mari et de ses 3 camarades. C'est un combat très très long, très très dur. Il faut des moyens à la fois intellectuels, bien évidemment, pour aller se battre. Hein. Il faut le soutien de l'association, il faut des moyens financiers. La famille de Wolf, là, c'est pareil. Hein, dans mon livre, je reprends le combat. On voit bien les différentes périodes. C'est très, très difficile. Donc, c'est totalement inaccessible à un certain nombre de fusillés. Ça l'était. Par exemple, Maurice Joubert, qui est mort au début de la guerre, il avait quasiment pas de famille. Personne ne pourra demander sa réhabilitation. Quand on parlait tout à l'heure des mutilations volontaires par arme à feu, hein, parce que on a eu quelques mutilations volontaires par injection de pétrole ou de térébenthine à la fin, mais ça c'est marginal. Hein. Mais pour celles qui ont été déclarées comme automutilation par arme à feu, logiquement, quand le médecin en 1920 a fait son constat, il a obtenu la réhabilitation de 2 soldats, ça aurait dû quelque part faire une forme de jurisprudence et on aurait dû réhabiliter tous les fusillés qui l'ont été dans les mêmes conditions. Mais ça n'a jamais été fait. Il y a quelqu'un dont je relais les remarques ou les questions dans le chat, quelqu'un qui dit mais est-ce qu'il faut vraiment réhabiliter tous les fusillés parce que sur le nombre de soldats, il y a forcément eu des espions, des saboteurs, etc. Oui, c'est une très bonne question. Très bonne question, justement. Et quand on parle de réhabiliter, on veut réhabiliter 639 fusillés. Moi, j'en ai 770. Et j'ai parmi mes 770, comme la personne l'a annoncé, des espions, des homicides. J'ai un cas de viol, j'ai un cas de pilleur de cadavres. Ceux-là sont écartés. Il faut savoir que ceux aujourd'hui qui rentrent dans le cadre de la loi, donc du projet de loi qui a été adopté à l'Assemblée nationale et rejeté au Sénat, ce sont en réalité des soldats qui ont été fusillés pour des fautes militaires telles que des abandons de poste, des refus d'obéissance, des automutilations, des offensives qui n'ont pas fonctionné. Uniquement, on n'a pas affaire à des espions, on n'a pas affaire non plus à des homicides ou des choses comme ça. Ceux-là ont bien existé, mais ils sont écartés du projet de loi. Ouais, donc ça laisse quand même beaucoup de gens sur le carreau. Hein. Ouais, mais on a des cas. Moi, j'ai étudié par passion, hein, plus qu'autre chose, pas pour les amener, pas pour militer pour la réhabilitation de quelqu'un qui a commis un homicide, bien évidemment. Mais je me suis rendu compte aussi que j'ai 2 cas, par exemple, il y a un Breton qui avait tué avant la guerre et qui a tué pendant la guerre. Donc voilà, la guerre n'a rien arrangé, mais il avait déjà tué avant. Par contre, j'en ai un autre qui, lui, est dans une situation où il est dépressif. Sa femme est sur le point d'accoucher. Il sait que les effets de son frère sont revenus chez ses parents, c'est-à-dire que son frère est mort. Et à ce moment-là, il dit, de toute façon, le prochain qui m'emmerde, je lui colle une balle. Et effectivement, à un moment donné, il passe à l'acte et il tire sur un sous-officier. Voilà, c'est dramatique, mais on ne peut pas défendre quelqu'un qui a commis ce genre de choses de la même façon qu'on va défendre un abandon de poste, un refus d'obéissance ou une automutilation. Et on a une autre question qui nous dit mais à quoi ça sert finalement de réhabiliter 100 ans après? Ça sert, alors pour moi, c'est pour la mémoire. Hein. C'est parce que quelque part, il y a une injustice, elle n'a jamais été réparée. Et voilà, moi, c'est comme ça que je vois le combat. C'est vraiment pour la mémoire de ces hommes. Ce que je souhaite, c'est que ces hommes récupèrent cette mention pour mort pour la France et qu'ils finissent sur les monuments aux morts, parce que ce sont des victimes de la Première Guerre mondiale, hein, comme d'autres. C'était il y a 100 ans, on vient de le dire. 100 ans, c'est long, c'est court à la fois. Tu le disais, il y a encore de nombreux combats à mener, puisqu'il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas été réhabilités. Est-ce qu'il y a un ralentissement de ce combat pour la réhabilitation? Il y a eu des phases, alors c'est surprenant, là j'ai eu l'impression quand même qu'il y avait un regain. Moi, ça fait 20 ans. Hein. Quand j'ai commencé il y a 20 ans, les démarches étaient simples. On voulait déjà, moi je suis parti d'un principe, c'est que je souhaitais une réhabilitation au cas par cas. C'est-à-dire que je voulais qu'on prenne tous les dossiers et qu'à partir des dossiers, on voit si c'était réhabilitation ou pas. Je me suis rendu compte que c'était impossible. Impossible parce qu'il manque 20 à 25% des dossiers. Parce qu'il y a des dossiers qui sont quasiment vides. Parce qu'on n'a aucune idée de l'état mental du fusillé au moment où il a eu ses problèmes. Parce qu'il n'y a plus de témoins. Donc, la réhabilitation, finalement, ne peut être que collective. C'est ce que souhaitait, par exemple, la libre pensée. Hein. Et là-dessus,
à la vue des dossiers, je les suis, et elle ne peut être que collective en écartant, c'est ce qui a été fait, tous ceux qui ont tué, tous ceux que l'on pourrait considérer comme des droits communs. Et donc, il manquait qu'une seule chose, à mon avis, et c'est pour ça qu'à l'époque, j'étais un peu en désaccord avec Blondel, qui représentait la libre pensée, tout simplement parce que lui ne voulait pas qu'on rentre dans les dossiers de justice, et moi, je lui disais qu'il fallait y rentrer. Et c'est ce travail que j'ai fait pendant 20 ans pour essayer d'amener des éléments et essayer de montrer en réalité, par rapport à ce qu'il y a dans ces dossiers, que ces hommes méritaient la réhabilitation. Et on est arrivé aujourd'hui quand même à quelque chose d'intéressant, puisque le projet de loi qui a été présenté à l'Assemblée nationale a été adopté. Ce qui est, historiquement, c'est quelque chose qui ne s'était jamais vu. Maintenant, il est passé au Sénat, il est revenu du Sénat, il est en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, et en ce moment, je pense qu'ils ont autre chose à traiter. Du côté des recherches historiques, quand est-ce que les historiens ont commencé à se pencher sur le sujet? De quand datent les premières études? Assez rapidement, pour moi. J'ai déjà, les véritables études, peut-être, je dirais peut-être après la Deuxième Guerre mondiale, pardon. Mais pour faire vraiment des études, des recherches importantes. Après, le sujet des fusillés a toujours été présent, et il y a toujours eu un travail de fait par certains sur le parcours de certains fusillés, puisque on a été obligé de savoir ce qui s'était passé pour ceux qui ont été réhabilités. Donc ça a donné lieu à des recherches. Après, il y a eu une période donc après la guerre où il y a eu Pelleroncini notamment qui a travaillé sur le sujet. Et puis progressivement, il y a Nicolas Offenstadt aussi, André Loez. Tous ces historiens ont travaillé chacun à leur tour, je dirais, sur le sujet. Et puis les dossiers se sont ouverts puisque Hollande a demandé que tous ces dossiers soient mis à disposition, ce qui a permis d'ouvrir ces dossiers à un public plus large. Et donc, moi, je dirais que ça n'a jamais vraiment cessé, avec plus ou moins d'intensité. Toi, quand tu as commencé à t'intéresser à ce sujet, cette recherche-là, elles étaient quand même développées, ou justement tu as trouvé vraiment de quoi déblayer le terrain? Moi, j'ai trouvé de quoi déblayer le terrain. Oui, pourquoi? Parce que moi, ce qui m'intéresse, ma compétence, elle est là. Je suis pas au niveau d'André Loez ou Nicolas Offenstadt. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller fouiller dans les dossiers et de travailler sur le parcours de ces hommes, de chacun de ces hommes en réalité, ce que eux ne feront sans doute pas, parce qu'ils ont autre chose à faire. Donc oui, moi, j'ai découvert beaucoup de choses. Je parlais tout à l'heure de l'affaire des 4 de Roussy. J'ai retrouvé le parcours. On a fait avec un journaliste ici, il m'a fait un article d'une page sur le journal. J'ai contacté la famille, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé des Vermonniers. Et à un moment donné, je suis tombé sur un parent et je me suis rendu compte qu'en réalité, dans la famille, personne ne connaissait ce fusillé. Il avait complètement disparu. Enfin voilà, moi c'est tout ça qui m'intéresse et oui, j'ai trouvé plein de choses intéressantes. L'histoire de Lévy, c'est pareil. Il fallait fouiller, il fallait aller dans les dossiers. Il y a encore beaucoup de choses à sortir. Oui. L'histoire de Wolf, par exemple, ça a été évoqué, donc ça fait l'objet d'un petit chapitre, je crois, par Jean-Yves Le Naour, et puis évoqué un petit peu dans un autre document. Mais moi, j'ai repris l'étude complète avec son dossier militaire, avec le dossier de justice, avec des contacts. J'ai même un monsieur qui m'a envoyé la photo de son père à Wolf, que je n'avais pas. Donc voilà, il y a toujours eu des choses à découvrir. Et donc tu travailles sur les dossiers. T'as quel type de source pour travailler? C'est principalement le dossier de justice. J'ai aussi beaucoup de carnets de poilus, comme j'appartiens. Je suis membre de l'association Bretagne 14-18. Et j'ai beaucoup de carnets de poilus et je les lis et en même temps je repère tout ce qui parle d'exécution. Mais quelquefois on a des informations intéressantes comme ça qui arrivent. Oui. Mais c'est principalement le premier travail, il a été clair, ça a été d'essayer de créer une liste des fusillés. Parce qu'on n'avait pas forcément à ce moment-là. J'ai donc trouvé un CD sur lequel il y avait un certain nombre de fusillés et je n'ai pas arrêté d'enrichir pendant 20 ans, ce qui m'a permis à un moment donné de sortir un livre qui s'appelle Fusillés non réhabilités, qui est épuisé et dans lequel j'évoque qui étaient ces fusillés, leur âge, de quel milieu ils étaient issus, comment ils ont été exécutés, est-ce qu'ils ont été défendus, des tas de choses comme ça.
pour justement argumenter et pour face à l'Assemblée nationale ou face au Sénat. Parce que oui, effectivement, t'as mené le combat plus loin. Comment ça s'est passé justement de dépasser ce cadre local et de mener ce combat à l'échelle nationale auprès des différentes instances de l'État? J'étais dans le combat local et puis j'avais créé mon blog, hein, Les blessures de l'âme. Et puis un jour, j'ai été convoqué par cette commission, hein, qui était présidée par Antoine Pro. J'ai été reçu par André Loez et Nicolas Offenstadt. Donc voilà, qui m'ont posé certaines questions. Et je me suis rendu compte que finalement, ça passait à aller au-delà du département. Et j'ai commencé à travailler sur d'autres cas. Et puis après, j'ai été sollicité par l'Assemblée nationale, par Bastien Lachaud, donc député à l'Assemblée nationale, et par Guillaume Gontard. J'ai aussi été invité à une soirée à l'Assemblée nationale où un court-métrage a été passé sur l'histoire d'un Corse. Donc, il ne comprenait absolument rien à ce qui lui est arrivé parce qu'il ne comprenait pas le français. Donc, il y avait une délégation corse avec Talamoni, Simeoni, enfin, tous ces gens-là qui étaient là. Il y avait des députés, enfin. Et donc, moi, après, j'ai évoqué les fusillés pour l'exemple. Et donc, voilà, c'est parti comme ça. Et du coup, là, effectivement, le texte, au moment où on enregistre cette émission, est en deuxième lecture, tu l'as dit. Tu le sens bien, toi, ou t'es encore un peu sceptique? Non, je suis plus que sceptique, mais bon, je dirais qu'on a franchi une première étape, c'est important. Maintenant, il ne faut pas se contenter de ça, mais le problème aujourd'hui, face à ces fusillés, c'est que ceux qui refusent la réhabilitation, bien souvent, avancent des arguments qui sont complètement dépassés, complètement faux, quoi. Et c'est ça. Je pense qu'il y a encore un gros travail d'information, d'explication pour dire qui étaient ces fusillés, parce que ceux qui s'opposent, j'en ai pas vu me dire, hein, les yeux dans les yeux, je dirais, voilà, c'était des lâches. Non, non. Mais bon, ils veulent pas ils veulent pas voter pour la réhabilitation. Je pense qu'il y a une pression de la part de l'armée, enfin d'une partie, pardon, de l'armée. Pas tous, hein. Moi, je connais quelques militaires. Je connaissais le général Bach, je connais le commandant Crout, hein, qui l'a remplacé. Ces gens-là ne sont pas du tout opposés à la réhabilitation, mais il y a une partie, oui, qui bloque. Et a priori, hein, d'après ce que j'avais compris avec Marc Blondel à l'époque, qui venait le rencontrer Hollande, il m'avait dit que Hollande était à deux doigts de réhabiliter, de lancer la procédure de réhabilitation, mais il a dû être mis sous pression par l'armée. Et puis la situation aujourd'hui est compliquée. Alors qu'on parle de guerre, je pense pas que ce soit vraiment le moment, hein, d'évoquer le sort de ces gens qui, quelque part, ont même pu faire preuve à un moment donné d'une certaine lâcheté. Mais alors, quand tu dis qu'il y a des arguments qui sont pas bons et qui sont avancés, tu parles de quoi? Alors, les arguments, c'est par exemple de dire que tous les fusillés, par exemple, qui méritaient la réhabilitation, ils ont été, enfin, leur dossier a été étudié. Voilà, c'est complètement fou. Il y en a qui disent que bon, les fusillés, par exemple, les anciens de 14-18 qui sont sur les monuments n'auraient pas compris qu'on puisse mettre les camarades fusillés sur les monuments à côté d'eux. Enfin, bon, c'est des arguments qui ne tiennent pas. Juste une précision, ouais, quand j'ai un sénateur ou un député, je ne sais plus, hein, qui disait oui, en réalité, on les connaît, les cas de fusillés, ceux qui méritaient donc ont été réhabilités, mais non, je lui ai répondu non, ils connaissent pas les cas de ce petit coiffeur juif, par exemple, qui n'avait pas toute sa tête, ou de ce type qu'on a fusillé simplement parce qu'il avait mal au pied. Et je pense que c'est des cas où on peut admettre que la réhabilitation, comme pour Berceau, on a deux cas semblables. Hein. On a réhabilité Berceau, lui on l'a pas réhabilité. Donc tout simplement parce que le dossier n'a jamais été examiné. Comment ça a évolué après la guerre? Je sais que toi, tu t'es spécialisé sur la Première Guerre mondiale, mais on a eu des fusillés jusqu'à quand dans l'armée française? Alors ça, c'est la question qu'on me pose, avec laquelle je ne sais pas répondre, parce que j'ai rien trouvé sur la Deuxième Guerre mondiale, déjà. Bon, après, le contexte n'est pas du tout le même. Hein. Elle a été violente, la Deuxième Guerre, hein, même pour les combats, mais assez sur une période relativement courte. Hein. Donc là, pour moi, les fusillés s'arrêtent vraiment à la Première Guerre. Après, on a une affaire notamment pendant la guerre d'Algérie, hein, Thierry, mais c'est encore autre chose. Hein.
Oui, alors pendant la guerre d'Algérie, en plus, oui, c'est un sujet qui est compliqué aussi sur le traumatisme des soldats français. Et on a des films qui ont tenté de traiter ça. Hein. Je recite régulièrement des sites de René Vauthier, par exemple, Avoir 20 ans dans les Aurès, ce genre de choses que je vous invite à voir si vous avez l'occasion. Ils sont compliqués à trouver, mais ils sont passionnants. Et c'est aussi des films qui ont été interdits d'ailleurs, comme Les Sentiers de la Gloire l'a été à un moment donné, parce que ça faisait un peu trop bouger les lignes. Donc c'est vrai que alors on a quelqu'un dans le chat qui dit moi mon père ancien combattant avait dit à son régiment qu'il n'aurait pas eu honte si son grand-père avait été fusillé comme mutin en 1915, ce qui avait soulevé une vague d'indignation chez ses camarades. Oui, bien sûr, ouais, ça reste compliqué, mais moi, encore une fois, hein, je suis convaincu qu'il faut expliquer, parce qu'il y a des cas qui paraissent tellement... c'est fou quand on dit qu'un type est fusillé pour une paire de chaussures parce qu'il a mal au pied. Enfin, je veux dire, c'est tout aussi fou qu'un pantalon. Et tous les cas n'ont pas été étudiés. Lévy n'aurait jamais dû partir. Aujourd'hui, il partirait pas à la guerre parce qu'il avait pas toute sa tête, et c'est tout. C'était voué à l'échec. Donc oui, pour moi, il y a encore des choses à travailler. Oui. Et il y a vraiment un gros problème d'information. Et oui, ceux qui refusent la réhabilitation, moi je suis surpris souvent par leurs réponses. Hein. Un exemple, hein, au début, quand j'ai commencé à travailler sur les fusillés, au bout d'un certain temps, j'avais été contacté par un député du Nord, et qui m'avait dit oui, je vais relancer à l'Assemblée nationale, je vais leur poser une question sur les fusillés et tout. Alors, il était allé poser la question, et le secrétaire d'État aux anciens combattants à l'époque lui avait répondu mais ce ne sont que des tueurs et des violeurs. J'avais rappelé, il m'avait dit mais non, je lui ai dit non, c'est pas ça. Alors, moi j'étais monté chez lui et j'avais sorti donc tout ce qui m'a servi à écrire mon livre Fusillés non réhabilités, et notamment les motifs d'exécution, tout ça, pour lui montrer que c'était complètement faux. Donc il était retourné après à l'Assemblée nationale. Mais c'est grave, voilà, sortir ce genre de choses, non, ça tient pas la route. Donc quand on veut se débarrasser du problème, voilà, on réagit comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour soutenir cette initiative de loi de réhabilitation qui est en ce moment en seconde lecture? Qu'est-ce qu'il faut en fait pour donner un petit peu d'élan à ça? Est-ce qu'il faut qu'il y ait une pétition qui soit lancée nationale? Oui, moi j'en ai lancé une hier. Elle figure sur mon blog, il y a un lien, donc j'avais envoyé à Louis l'information. Il y a une pétition donc qui vient soutenir la demande de réhabilitation. Donc si ceux qui sont intéressés par le sujet et qui considèrent qu'effectivement ils méritent leur réhabilitation, il faut signer. Ouais, je pense que c'est important que tous les gens qui ont écouté cet entretien, qui ont été sensibles à ce discours autour de la réhabilitation de ces soldats fusillés pour l'exemple de la Première Guerre mondiale, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux, auprès de vos proches. Je pense que c'est quelque chose d'important, et une simple signature, juste quelques minutes accordées à ce sujet, ça peut faire bouger les lignes et aider beaucoup de gens à se reconstruire aussi, et à reconstruire une mémoire qui est douloureuse sur des événements traumatiques, même s'ils ont eu lieu il y a 100 ans, ça touche encore des familles. C'était des vraies personnes qui ont été fusillées, et je pense que c'est important de s'en rappeler. Est-ce que tu aurais des références, des bouquins, des docus, des films, comme Les Sentiers de la Gloire peut-être, à consommer, à conseiller aux gens qui nous écoutent pour en savoir plus? Les Sentiers de la Gloire, il faut le voir pour ceux qui ne l'ont pas vu. Effectivement, c'est un film quand même remarquable. Hein. Il y a les livres de Bach. Bach a écrit 2 livres. Malheureusement, il est décédé, il n'a pas pu aller plus loin, mais il a écrit 2 livres qui sont intéressants. Moi, j'ai écrit Sauver mes hommes, mais j'ai écrit aussi un roman qui s'appelle Je n'ai rien pu faire. Parce que je pense qu'il faut les 2 aspects. Il faut l'aspect recherche historique, comme a fait Bach, comme moi j'ai pu faire sur Sauver mes hommes, et puis l'aspect roman, parce qu'un roman, en réalité, c'est plus accessible, mais derrière, il y a un message quand même. Ce roman s'inspire de l'affaire des 4 de Roussy, et donc c'est intéressant de voir ça, c'est plus facile à lire, c'est toujours intéressant. Autrement, oui, il y a les livres, effectivement, mais qui commencent un peu à dater, d'André Loez et Nicolas Offenstadt. Il y a beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup. Autrement, sur les livres, beaucoup de choses ont été écrites sur les caporaux de soins, sur l'affaire Berceau, sur des affaires, comme on dit, qui sont connues. Maintenant,
voilà, il faut essayer de trouver aussi sur d'autres affaires moins connues. Moi, ce que j'invite aussi, c'est à consulter mon blog et éventuellement à s'inscrire sur mon blog, parce que j'essaie d'y mettre tout ce qu'il y a comme information, tout ce qui évolue au sujet des fusillés, hein. C'est au travers de ce blog, en réalité, que j'avais été contacté par Nicolas Offenstadt, parce qu'il avait vu le blog, il m'avait dit oui, il est consulté. Et donc, c'est important. Et donc, s'inscrire, ça permet d'avoir les dernières informations. Est-ce que toi, tu as des actus aussi, des prochains projets que tu vas lancer? Parce qu'on imagine que c'est pas fini. Alors, le prochain projet, je serai le 15 mars à Sartilly. Je vais animer une conférence. Le 15 mars, c'est la commémoration donc, de l'exécution des caporaux de soins, donc non pas et tout ça. Donc, je vais animer une conférence là-bas. Pour le moment, je pars surtout sur des séances de dédicaces pour présenter mon livre Sauver mes hommes. Ce qui me permet de parler des fusillés, bien évidemment. Hein, donc c'est aussi pour ça que j'écris, entre autres, hein, que j'ai commencé à écrire, parce qu'effectivement, quand vous rencontrez des gens, vous pouvez toujours l'évoquer. Il y a des articles de presse qui sortent à ce moment-là dans les endroits où je suis. Enfin, et puis je réponds aux sollicitations quand on me demande d'animer une conférence ou des choses comme ça. Donc si quelqu'un connaît éventuellement un moyen pour une association qui souhaiterait animer une conférence sur le sujet des fusillés, en réalité, qui étaient les fusillés, hein, on n'est pas rentré dans le détail, mais moi j'y rentre davantage, faut pas hésiter à me contacter. Via ton blog, du coup. Via mon blog, ouais, c'est très bien, ouais. Mon blog est assez facile à trouver, hein, Les blessures de l'âme, Éric Viau, et puis vous arrivez assez facilement dessus. Éric, merci beaucoup pour ce temps que tu nous as accordé aujourd'hui. De rien, merci à toi pour l'accueil. Et on espère que cette pétition fera bouger les choses. On vous met bien sûr les liens sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à la faire tourner. Je remercie Louis, bien évidemment, pour avoir préparé cet entretien. Hein, comme toujours, c'est du bon boulot. Et je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Salut, salut.